Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 31e épisode du Bistrot d'Adélosque de la saison 3, un numéro exceptionnel où nous allons recevoir deux invités. Je vais vous les présenter tout de suite. Maxime Pousset, bonsoir Maxime, Bonsoir François, bonsoir à tous. et Damien Bonne, Salut François, salut tout le monde. de la page Drogue, bière et complot contre le LOSC, qui sont avec nous ce soir à l'occasion de la sortie de leur livre. Je vais essayer de le montrer. J'ai réussi du premier coup. L'île capitale du foot français. Un livre qui est sorti à l'occasion du 90e anniversaire du premier titre du professionnel du football français qui a été gagné haute- de haute volée par l'Olympique lillois, l'ancêtre du LOSC. On va y revenir tout de suite. Avant, je vais vous présenter les piliers du bistrot qui sont présents avec nous. Ce soir, on a Julien, des Dogs de Paris, spécialiste de l'histoire du LOSC également. Bien sûr, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un autre spécialiste de l'histoire, Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Et il nous fallait un regard étranger pour ce soir. On a Lorenzo de la page Dogs Italia, du compte Twitter, pardon, Dogs Italia, qui nous a rejoint également après quelques semaines d'absence. Bonsoir Lorenzo. Ah ouais, je fais mon comeback. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et bah, c'est aussi utile pour moi pour connaître un peu plus de l'histoire du LOSC avant, vu que j'ai un peu un regard, entre guillemets, récent des dernières 10 années du LOSC. Donc c'est bien même connaître l'histoire et ce qu'était le passé du club. Donc avec plaisir. On t'enverra une facture, Lorenzo, juste après l'émission, t'inquiète pas, on ne t'oubliera pas. Donc, au sommaire ce soir, on va commencer par la première partie, à la découverte de l'île capitale du football français et de tout ce qui tourne autour. On reviendra longuement avec nos deux invités principaux sur ce magnifique bouquin qui est sorti cette semaine, il y a très récemment. Ensuite, nous reviendrons sur l'actualité plus récente du club. Donc, nous reviendrons sur l'île Ajaccio, les Corses chutent dans les prés, euh, un résumé de ce qui s'est passé ce week-end. Et nous reviendrons dans une dernière partie sur le prochain rendez-vous des Dogs à Reims, les étapes de montagne qui se profilent à l'horizon du LOSC. 5 dernières journées d'un niveau très élevé avec des adversaires comme Reims, Monaco, Marseille, qui vont être déterminantes pour l'issue européenne ou non de ce championnat. Vous savez que l'émission est diffusée en direct sur la page Facebook du Bistrot de LOSC. Elle sera diffusée en replay sur notre chaîne YouTube à partir de demain matin. Chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner, et bien sûr à liker, partager toutes nos publications. Et vous pouvez bien sûr, cette émission est la vôtre, réagir en direct sur les réseaux sociaux et sur les commentaires de la page Facebook Allez le LOSC. Vous êtes déjà nombreux présents, donc on vous salue tous, hein. Et vous pouvez réagir, on reprendra vos questions, vos commentaires, on posera les questions que vous voulez poser à Damien et à Maxime. N'hésitez pas, cette émission est la vôtre. On la veut la plus interactive possible. Alors, rentrons dans le vif du sujet et ouvrons la page de cette première partie de l'émission à la découverte de l'île capitale du foot français. Damien, Maxime, rapidement, pourquoi ce projet, pourquoi ce livre et pourquoi avez-vous anticipé finalement ce 90e anniversaire du titre de l'Olympique lillois? Maxime? Bonne question. Alors, en fait, moi, tout part d'une rencontre avec l'éditeur du livre, Frédéric Lépinet, avec qui j'avais déjà travaillé il y a 2 ans de ça pour un livre sur le doublé 2011, qui m'a glissé un jour, voilà, là, bientôt, en 2023, ça fera 90 ans que l'Olympique lillois, donc l'ancêtre du LOSC, a gagné le titre de 33, qui est le premier titre professionnel de l'histoire. Et donc, il avait eu l'idée de faire un projet là-dessus. Il me l'a proposé, donc moi, forcément, j'étais intéressé parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime beaucoup le LOSC, le foot et l'histoire. Et très vite, tout de suite, même, j'ai pensé à Damien, qui pour moi est, on va dire, la référence, hein, sur l'Olympique lillois, voilà, parce qu'il a beaucoup travaillé dessus via le blog Drop-Guerre. Donc j'ai parlé du projet à Damien et ça l'a intéressé aussi. Donc on a très vite décidé d'écrire ça à quatre mains, comme on dit.
Et puis c'est parti comme ça en fait. Donc c'était au mois de novembre. Donc on a fait ça assez rapidement quand même. C'était beaucoup de travail et très dense, mais très sympa à vivre. Alors, Damien, il a fallu écrire vite parce que si vous avez commencé effectivement en fin d'année dernière, il fallait être au rendez-vous du 90e anniversaire. Ouais, il a fallu écrire vite, mais qu'il y avait quand même du matériau qui était écrit. Parce qu'en fait, moi, c'est un peu antérieur cette histoire. Alors, avant même la commande éditoriale, j'avais déjà écrit quelques articles et mon collègue Thomas aussi sur le blog de Roquebière Complot contre le LOSC sur l'Olympique Lillois. Mais lors du premier confinement, du fait que j'avais un peu plus de temps que d'habitude, j'avais commencé à me plonger dans les archives. Je voulais faire un article sur Alphonse Six, qui était un joueur de l'Olympique Lillois entre 1912 et 1914. Et je me suis plongé dans les archives qu'on peut trouver en ligne de journaux. Et je me suis rendu compte que pour comprendre qui était Alphonse Six, il fallait comprendre quel était le football à l'époque. J'avais l'impression de plonger dans un univers à la fois très familier. C'est le même sport, c'est la même ville, c'était Lille. Et puis en même temps très étrange parce qu'il y avait un système institutionnel du football qui était très différent d'aujourd'hui, hein, différentes fédérations, des championnats régionaux qui fonctionnaient d'une façon très particulière. Et du coup, depuis 2020, dès que j'ai un peu de temps, j'ai commencé à faire un peu cette histoire de l'Olympique lillois. Et du coup, quand Maxime est venu me chercher, ça tombait bien parce qu'effectivement, j'avais déjà travaillé dessus. Et ça permettait de concrétiser un travail qui jusque-là était un peu dans les cartons, même si entre fans lillois, on s'était échangé quelques écrits en se demandant ce qu'on pouvait en faire. Et ben, ça a servi là pour ce 90e anniversaire. Donc, c'est Frédéric Lépinet, des Lumières de Lille, qui a senti qu'il y avait un événement, en fait, hein, puisque c'est les 90 ans. Donc, on a pu concrétiser tout ça dans ce livre qui sort maintenant. Alors justement, ce livre sort au moment des 90 ans, avec toute une série de commémorations qui sont en cours en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, bon, il y a eu la sortie du livre il y a déjà quelques jours maintenant, en fin de semaine dernière. Quasiment en même temps, on a une exposition sur l'Olympique lillois au sens large à l'Hôtel de Ville de Lille, qui a commencé aujourd'hui et qui ira jusqu'au 16 mai. Donc j'invite d'ailleurs tous les supporters du LOSC, mais même tous les amoureux de football dans la région, hein, parce que on est vraiment au-delà du LOSC, on est vraiment sur le football lillois au sens large et le football même régional. D'y aller, hein, c'est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, 9h-17h je crois, et le samedi matin. C'est gratuit évidemment. Et voilà, c'est quelque chose de. Alors, on a pris vraiment le contenu du livre, hein, on l'a adapté en exposition. Je peux apprendre à mieux vous. Et en plus de ça, on a quand même plus développé l'histoire de l'Olympique lillois, plus précisément, enfin sur certaines parties, notamment Alphonse X, comme Damien parlait tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est l'exposition qui est donc sortie quasiment en même temps que le livre. Et parallèlement à ça, il y aura un deuxième temps qui sera organisé le 13 mai prochain. Donc à la veille de l'anniversaire, puisque on en parlera tout à l'heure, mais la finale avait eu lieu le 14 mai 33. Donc le 13 mai, il y aura une pose de plaques commémorative à l'hôtel Bellevue, qui est l'hôtel, en fait, qui était l'ancien siège de l'Olympique lillois. Et donc, voilà, on posera une plaque là-bas. Et ensuite, le dimanche, le 14, donc pour fêter l'anniversaire, il y aura un petit match entre des équipes jeunes du LOSC et de plusieurs clubs lillois, notamment l'AS Vieux-Lille, Lille-La Louvière, l'OS Fives, qui feront un petit tournoi de football en présence d'anciens joueurs glorieux du LOSC qui seront présents. Et ça se passera au Stade Max, donc vous le connaissez tous, en face d'enseignement Guillaume-Pré. Le fameux stade en schiste rouge qu'on a tous connu et devant lequel on est tous passés. Il y a également, je pense, Damien, une conférence à l'occasion de la pose de la plaque qui aura lieu à l'hôtel Bellevue. Alors pour ceux qui ne sont pas lillois, l'hôtel Bellevue, c'est celui qui se situe sur la place du Général de Gaulle. C'est bien ça, je dis pas de bêtises. Hein, c'est le grand hôtel qui est devant la grande roue quand elle est présente. Hein. Donc il y aura une conférence qui est organisée par, je ne sais pas, c'est avec Patrick Robert, avec toi Damien. Je ne sais pas si Maxime, tu participes à la conférence? J'y serai aussi, ouais. Vous y serez donc. Qui d'ailleurs organise ces manifestations? Est-ce que c'est la ville de Lille? Est-ce que c'est le LOSC? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'association des anciens du LOSC? On va dire que tout ce qui est événementiel, c'est surtout Patrick Robert en son nom qui a organisé tout ça. Hein. Je savais qu'il ne devait pas être loin. Hein. Je savais qu'il ne devait pas être loin. Oui, oui. Donc sur la conférence, elle se fera dans la foulée de la pose de la plaque à l'hôtel Bellevue, donc vers 15h, 15h30 à l'hôtel Bellevue. C'est Patrick qui animera et qui, je pense, mènera la plupart de la conversation. Donc Maxime et moi, on sera présents pour apporter sans doute des compléments ou des éclairages. Et seront présents Michel-Henri Joris, qui est le petit-fils de Henri Joris,
et Pierre Beaucourt, qui est le fils de Georges Beaucourt, qui était le capitaine de l'Olympique lillois en 32-33, enfin, du moins dans la deuxième partie de la saison. Alors, je peux poser une question tout oui, de suite? justement, j'allais vous relancer, j'avais posé la question, comment vous vivez, vous, en tant que supporter, ces commémorations? C'était pas ma question. Moi, je voulais Je peux savoir. alors, pose une question. Ouais, l'expo, c'est qui finance, qui a mis en place, parce que ça coûte un peu d'argent de mettre en place une expo. Alors, c'est la ville de Lille. C'est la ville de Lille qui a tout D'accord, financé, l'expo, en fait, qui a imprimé. Nous, en fait, on a produit les panneaux, hein, Damien et moi, d'accord. sur la base du contenu de notre livre. Et la ville de Lille a produit les panneaux, enfin, a financé les panneaux. Et oui, j'ai oublié de citer aussi, il y a un collectionneur très connu et qui a une très grande collection sur le LOSC, c'est Grégory Louvet, qui participe à ça, puisqu'en plus des panneaux qui racontent un peu l'histoire de l'Olympique lillois, il y a aussi des vestiges, des reliques de l'époque avec des maillots qui datent vraiment de la saison 32-33, avec des fanions. Il y a quelques pièces vraiment sympas à voir, qui datent vraiment de l'OL, donc là même pas du LOSC, qui était vraiment voilà, préalable au LOSC. Alors, je vais poser ma question. Maintenant, vous, supporters, donc Julien, Christophe et Lorenzo, comment vous ressentez finalement ces commémorations de l'Olympique lillois, qui n'est pas, on y reviendra tout à l'heure un peu plus longuement, directement le LOSC, mais qui est finalement un des deux parents du LOSC, parce que je rappelle, le LOSC a été créé en 1944 suite à la fusion de l'Olympique lillois et du Sporting Club Fivois. Christophe, tu veux prendre la parole? Ouais, bah moi, j'en parlais beaucoup lorsqu'on a été champion pour la 4e fois en disant il y avait les maillots commémoratifs marqués 4 top fort, je sais pas quoi, enfin fort le LOSC, je sais plus quoi avec le 4. Mais j'ai dit, mais c'est pas votre peine de faire un jeu de mots avec le 4, c'est 5 normalement. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est une vieille histoire, mais moi, c'était souvent. J'aime beaucoup l'histoire en général, l'histoire du LOSC, que je la connais un peu quand même, j'ai quand même lu pas mal de choses là-dessus. Et bon, moins bien que vous, bien sûr, mais je trouve que c'est on a coupé quand même quelque part l'histoire du LOSC en démarrant en 44 et je trouve pas ça tout à fait logique de l'avoir coupé comme ça parce que je trouve que l'histoire du sport et du foot à Lille, elle a commencé bien avant et il y a une certaine continuité entre les deux clubs parce que l'autre club c'est le SC Fives qui était tenu par un grand limonadier de Fives là, il me semble, et qui était un club qui avait été formé, enfin, je veux dire, ils ont peut-être pas réussi à percer, donc ils sont revenus avec le Lille pour faire le LOSC, ce qui était une bonne idée, et parce qu'il y avait des gros clubs de Roubaix à côté, en face. Donc c'était vraiment une période faste, parce qu'en 33, on est champion et les deux clubs de Roubaix font la finale de la Coupe de France. Enfin, c'était une période faste pour le Nord. Et donc je trouve ça intéressant et c'est un combat enfin, un combat. Je trouve que l'idée de faire l'histoire, c'est vachement intéressant et ça nous fait poser une bonne question sur ce qu'est le LOSC et ce que le LOSC a vraiment démarré en 44. Alors, on a quelques réactions sur les réseaux sociaux. Donc, on a notamment Fabien qui demande si le match sera avec les anciens de l'Olympique lillois de 1933. Je pense que c'est peut-être un peu tard pour les sélectionner. Fred qui dit mieux vaut ne pas parler trop de nos LOSC cette année tellement il est imprévisible. Donc, c'est pour ça on va ouvrir cette page historique. Alors, Stéphane Elbeck, qu'on salue, du site Allez Lille, qui nous dit, est-ce que collectionlosc.com, ce n'est pas le site de Guillaume? Je ne sais pas si vous avez cette information. De Grégory, alors, il me semble Grégory, pardon, excuse-moi. Oui, c'est ça. Enfin, il me semble que c'est ça. Alors après, bon, je laisserai lui communiquer sur ce qu'il souhaite communiquer, mais en tout cas, c'est lui qui a mis à disposition une partie de sa collection. C'est la responsabilité de Stéphane qui nous donne cette information. Et on a Georges qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui nous regarde et qui nous demande est-ce que Michel Sédou n'avait pas entrepris des démarches pour que le titre de 33 revienne au LOSC? Je ne sais pas si vous avez la réponse, on verra. En tout cas, on reparlera de ce sujet un peu plus tard dans la soirée. Alors, il renchaîne, Georges, il est en pleine forme. Hein. Pensez-vous que le RC Lens puisse intégrer le disque d'or de Bachelet à son maigre palmarès? Donc, vous n'êtes pas obligé de répondre, Damien et Maxime. Vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est plus une affirmation qu'une question. Lorenzo, toi qui es un jeune supporter et qui n'est pas de la région lilloise, ça te parle, l'Olympique lillois, la fusion, les titres de 33, enfin, comment Je t'avoue que ça m'a mis vraiment de la curiosité parce que je voyais un peu dans le groupe tout ce que on a pu se dire pendant ces semaines-là
par rapport à ce titre. C'est quelque chose que moi, je ne savais vraiment pas du tout, mais pas du tout. J'avais jamais eu la possibilité de lire quelque chose à propos. Et donc, voilà, je suis même, je dirais que je suis même d'accord sur le fait de pouvoir le reconnaître comme un titre parce il y a vraiment beaucoup d'équipes, mais ça s'est passé même en Italie, que il y avait juste un nom différent où c'était des équipes qui après ils se sont unis et ils ont des titres ils sont comptés entre guillemets. Donc, franchement, voilà, ce que je trouve bizarre peut-être, c'est que peut-être le club n'a pas trop poussé sur ce truc-là. Après, je ne sais pas, donc je, je ne dis rien à propos de ça, mais voilà, c'est quelque chose que j'avoue m'a mis de la curiosité et j'ai l'intention de lire et de pouvoir, pouvoir connaître quelque chose en plus, en fait. Parce que j'avoue qu'avant ces semaines-là, je ne savais pas du tout cet aspect et cette partie de l'histoire du LOSC. Parce que moi, j'avais toujours lu 1944, donc voilà, j'étais resté à ça. Julien, je peux te poser la question maintenant. Tu avais une autre question à poser tout à l'heure. Alors, comment tu vis, toi, ces commémorations, cette volonté, finalement, de mettre en avant une partie historique de notre club? Ben, je le vis très très bien parce que j'ai séché les différentes éditions des livres de Jacques Verhaeghe et de Patrick Robert quand j'étais gamin. Donc, c'est pas faire offense de dire que Patrick vieillit, hein, et il sera bientôt avec nous, je pense, pour une émission pour parler beaucoup de foot féminin. Et on lui dira pas parce on est sympa, mais ce qui est sûr, c'est que c'est génial de voir que deux plus jeunes, en tout cas, reprennent le flambeau en la personne de Damien et de Maxime. Donc, moi, c'est particulièrement ça qui me fait plaisir de voir qu'il y a un relais parce que vraiment, hein, depuis 40 ans, c'est Patrick Robert et Jacques Verhaeghe qui incarnent, qui portent l'histoire du LOSC. Ce que ça m'évoque aussi, c'est que c'est un football d'un autre temps, mais c'est un football de passionnés. Quand on revoit les photos, on voit que c'était quand même c'était la folie. Et moi, j'ai un grand-père qui m'a raconté ces années-là, qui faisait du football parce qu'on lui disait que l'Olympique Lillois avait été champion et que c'était un club qui avait compté. À l'époque, il avait que 6-7 ans lors de ce titre-là, mais c'était important pour lui. Il y avait beaucoup de passion dans la métropole lilloise entre Roubaix, Tourcoing, Lille. Là, on parle de FIV. On parle quand même de deux clubs dans la ville de Lille. C'est un truc de malade. Donc vraiment, le fait que le tissu industriel était si dense dans le nord et donc la présence de sponsors tellement important entre les filatures et les brasseries. Alors, on avait une densité de clubs qui, je pense, c'est les historiens qui le diront, mais qui existait nulle part ailleurs, quoi. Donc ça, c'est formidable. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça nous renvoie à des discussions justement qu'on a eues avec nos parents, parfois avec nos arrière-grands-parents qui nous racontaient tout ça. Et moi, ça me rappelle ça, quoi. Ça me rappelle mon grand-père et ce football d'un autre temps, par exemple au niveau du matos, où un ballon sous la pluie, il se mettait à peser 2 kilos, où les chaussures gorgées d'eau et les chaussettes en laine, elles pesaient aussi, on avait 2 kilos à chaque pied. Donc c'est vraiment une autre période. Mais pour autant, ça ressemblait aussi un peu à aujourd'hui parce que comme il y avait de l'argent, on retrouvait des footballeurs étrangers, par exemple, et c'est rigolo, on en parlera certainement tout à l'heure, mais de voir les différentes nationalités qui composaient cette équipe du LOSC et puis peut-être aussi cette équipe de Cannes pour la finale. Euh, la deux dernières choses que ça me rappelle, c'est que j'ai cette chance de vivre à Nanterre le long de la 86 et je passe devant Colombes, pas tous les jours, mais pas loin. Et à chaque fois, je regarde Colombes avec émotion en me disant, oh la putain, il y en a eu des matchs de Lille sur ce stade et pas qu'un, parce il y avait aussi les matchs de coupe qui avaient lieu là. Enfin, il y a eu beaucoup de matchs à Colombes, alors qui est en train d'être complètement refait hein, pour les Jeux Olympiques. Ceux qui ne savent pas, ça va être le stade de hockey sur gazon. Donc la vocation football puis rugby, puisque c'est le Racing 92 qui a joué là longtemps, est en train de complètement disparaître. Ça devient du hockey sur gazon. Mais bon, c'est toujours émouvant de passer le long de ce stade. Et le dernier point, il me paraît évident parce que c'est un serpent de mer à Lille. À Caen, un musée du LOSC. Je suis obligé. Hein. On aura peut-être l'occasion On l'a déjà dit d'ailleurs. Hein, c'est pas la première fois qu'on le dit ici. Hein.
Alors, vous avez des infos là-dessus, vous qui êtes très proche de Patrick et alors, je sais que c'est un sujet où il cherche beaucoup, il n'est pas découragé, mais est-ce que vous avez des infos sur l'état d'avancement du projet? Bah, moi, je pense que le mieux, c'est de demander à Patrick, en plus, si vous l'avez prochainement dans l'émission, parce que Patrick, c'est vraiment, là, pour le coup, si un musée se fait un jour, ce sera vraiment parce que Patrick l'aura poussé, hein. C'est un truc qui lui tient à cœur, on en parle très souvent. Et on a bon espoir un jour d'en avoir un, enfin, on espère tous. Et justement, cette exposition, c'est aussi un premier pas pour voir si le public est au rendez-vous, parce que faire un musée, c'est bien, mais après, il faut non seulement le remplir d'objets, et aussi de public. Donc c'est aussi voilà, un moyen un peu peut-être indirect de vérifier que le public lillois peut s'intéresser à l'histoire, parce que finalement on parle d'histoire là, du football lillois. Donc voilà, c'est un premier pas, je pense, vers un musée. Alors, l'histoire, justement, elle est dans le livre, hein, je le remontre. Alors, c'est toujours difficile de montrer quelque chose. Voilà, il est présent. C'est d'abord un très bel objet, hein, c'est le quart d'heure des félicitations. C'est un très bel objet, énormément documenté, alors, très intéressant. Je vais être tout à fait honnête, je ne l'ai pas terminé. J'ai commencé, je suis arrivé à plus de la moitié et j'avais commencé par la postface parce qui était l'élément le plus important qu'on évoquera tout à l'heure. Donc, c'est un très bel objet, très, très bien écrit, avec beaucoup d'informations. Je pense que tous les amoureux du football lillois et les amoureux du LOSC voudront se le procurer. On a des réactions sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut se le procurer, ce livre? Alors, Damien, Eh bien, il est au Furet du Nord à Lille. Il y a quelques exemplaires au Furet du Nord à Lens. Ah, Sur le site de l'éditeur aussi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple parce que je suis pas tout à fait au fait de l'approvisionnement, mais je voyais qu'effectivement Stéphane disait qu'il avait du mal à le trouver. Au Furet du Nord, à Lille en tout cas, ils en ont beaucoup. Enfin, ils en avaient beaucoup vendredi. Peut-être qu'il n'y en a plus. ils ont peut-être tout vendu, hein, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont du mal à le trouver. Donc, et puis j'imagine aussi sur les bonnes boucheries en ligne qui vendent ce type de produits, les adresses habituelles, normalement, il doit être trouvable. Alors, moi, justement, alors, vous savez que chaque semaine, on fait gagner une place pour un match du LOSC. Le prochain match du LOSC, c'est Lille-Marseille, donc prochain match à domicile, Lille-Marseille. Pour un Lille-Marseille, il fallait vraiment trouver une question difficile, un challenge pour vous, les amoureux du LOSC, qui êtes des fervents auditeurs du bistrot d'Aller LOSC. Et finalement, je viens de trouver la question, je viens de trouver le challenge que je vous propose. Et en fait, on vient de dire qu'il y avait des exemplaires du livre L'île capitale du foot français au magasin Le Furet du Nord à Lens. Donc voilà, le challenge, il est là. Le premier qui nous envoie la preuve de son achat du Lille capitale du foot français au Furet du Nord à Lens, avec le ticket de caisse à l'appui, bah, il Et gagne une photo. une photo du bouquin et Ah du ouais. ticket de caisse. À Lens, à Lens, à Lens. Alors, bien sûr, Devant Bollard, devant Bollard. et ben, il gagne une place pour Lille-Marseille. Voilà le challenge. Vous avez jusque début de semaine prochaine, jusqu'au prochain bistrot d'Allelos, que pour apporter la preuve de votre achat. Et bien évidemment, il faudra aussi qu'il signe la pétition. On y reviendra tout à l'heure, hein. Mais bon, ça, c'est une formalité parce qu'il l'a certainement déjà fait si vous êtes un fervent habitué du bistrot d'Allelos. Donc voilà. Il y a une info dans ta question. Il y a une info dans ta question. Bah, il y a un furet à Lens. Et ça entraîne beaucoup de choses. Et il y a un Furet à Lens et qui C'est un truc de fou. propose le livre de nos amis, Lille capitale du football français. Donc, Extraordinaire. Donc, le challenge est aller. Alors, c'est très fair-play de leur part, hein, d'ailleurs, il faut le souligner. Donc, le challenge, vous allez chercher le livre au Furet du Nord à Lens et vous prenez une photo avec le ticket de caisse et avec le livre. Et le premier qui nous envoie ça, donc vous l'envoyez sur la messagerie du bistrot d'Aélos ou sur la mienne à titre perso, eh ben vous gagnez une place avec nous pour aller voir Lille-Marseille, donc dans 15 jours. Voilà. Je reviendrai tout à l'heure. Ceci étant dit, ceci étant précisé, je ne sais pas si vous appréciez notre question. D'habitude, on essaie de faire preuve d'originalité cette semaine. Maxime, Damien, comment on va rentrer dans l'histoire. Alors, un titre, mais c'est d'abord, effectivement, comment c'est arrivé finalement l'arrivée du club de l'Olympique lillois et aussi du SC Figeois dans ce premier championnat de France de football professionnel. Comment vous pouvez résumer ça en quelques phrases? Mais allez-y, je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer, Damien ou Maxime? C'est Maxime là. Maxime.
Bah, en fait, là encore, c'est une question, puisque finalement, on peut poser la question au démarrage de la saison, mais finalement, il faut remonter encore plus loin que ça, parce que en fait, voilà, il faut savoir qu'à l'été 32, le football français crée le championnat professionnel pour la première fois. C'est-à-dire que pour la première fois de l'histoire, des joueurs vont être officiellement payés pour jouer au football en France. Sauf que pour ça, donc c'est Damien qui explique en amont que on était passé d'abord par ce qu'on appelle un amateurisme marron, c'est-à-dire des clubs, et les clubs étaient amateurs, mais payaient, en fait, rétribuaient officieusement des joueurs. Ils prenaient des salariés dans différentes entreprises, mais ils les payaient voilà, un peu sous la table pour jouer au football, quoi. C'était illégal, tout le monde le faisait, mais Henri Joris s'est fait attraper, s'est fait suspendre. Enfin, il a dû démissionner parce qu'il pouvait plus assumer ça. Donc voilà, le contexte en fait naît déjà voilà, d'une sorte de pression. Il y a eu aussi la Coupe Sochaux, on en parlera un petit peu, Damien, après, qui a préfiguré un peu de la création d'un championnat pro en France. Et tout ça pour dire que là, on arrive à l'été 32, donc le championnat de France se crée. Forcément, on a envie de voir l'Olympique Lillois puisque c'est un des meilleurs clubs amateurs régionaux. Sauf que les Lillois, en fait, préfèrent, même s'ils sont d'abord intéressés, préfèrent finalement rester chez les amateurs, rester dans le championnat régional parce qu'ils y occupaient une place de choix, ils avaient des recettes importantes dans les différents derbies qu'on a évoqués tout à l'heure contre Roubaix. Donc voilà, les Lillois se disent non, non, nous, on préfère rester en football amateur. Et là, coup de théâtre, le 22 juillet, le SC Fif, qui était jusqu'à présent un club mineur, on va dire, un club de quartier, parce que finalement, il n'avait jamais existé auparavant au très haut niveau, décide d'adhérer à ce championnat professionnel et donc est accepté. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec un club lillois, mais pas l'OL, hein, pas celui qu'on pense, mais le petit SC Fives qui participera au championnat pro. Et là, dans la foulée, en fait, 3 joueurs de l'Olympique Lillois plus 3 joueurs cadres. Hein. Donc, il me semble que c'est Georges Berry, c'est Van de Put, le gardien, capitaine en plus, et Cheva. Donc, 3 joueurs majeurs décident de quitter l'OL pour aller jouer à Fives, forcément intéressés par la perspective d'être payés pour jouer au foot, puisque c'est quand même quelque chose à l'époque de nouveau. Et donc là, les dirigeants lillois de l'OL se retrouvent un peu obligés de réagir, sinon ils vont se faire déplumer. Hein. Donc ils disent non, nous, si on fait rien, on va se faire piquer tous nos joueurs. Et donc décident en fait un peu à reculons d'intégrer à leur tour le championnat de France. Hors délai, ils décident vraiment de s'inscrire vraiment sur la fin et ils sont bien sur la ligne de départ du championnat quoi, quelques semaines plus tard. Voilà. Mais pour ça, enfin, je pense que Damien peut expliquer un peu ce qu'est la Coupe Sochaux qui a un peu poussé la fédération à organiser un championnat pro, quoi. Ouais, en fait, dans les années 20, on se doute de plus en plus que le championnat professionnel va advenir. Enfin, c'est qu'une question de temps. Donc, en attendant, il y a ces questions d'amateurisme marron pour lequel Henri Joris tombe. Enfin, c'est ce que Maxime explique. Enfin, il est suspendu 2 ans. Mais en fait, la fédération qui a été créée en 1919 rechigne pour différentes raisons à créer ce championnat professionnel. Et c'est donc des clubs qui sont tenus par des industriels, notamment le FC Sochaux, qui est détenu par Jean-Pierre Peugeot, qui va un peu provoquer une accélération des choses en créant un tournoi en 1930-31, puis en 31-32, qui va mettre aux prises les meilleures équipes du championnat, enfin les meilleures équipes françaises, on va dire. Et donc, qui vont pour la première fois s'affronter dans un championnat national. Et lors de cette première édition, en 30-31, l'Olympique lillois arrive déjà en finale. Donc l'Olympique lillois avait été convoqué parce que en fait, il était déjà une place forte du football français parce que, en fait, avant 33, il y avait déjà eu un premier titre national en 1914. Alors ça, ce sera pour une autre pétition dans quelques années. Mais bon, le championnat a été organisé de façon très, très différente. Donc, ce sera difficile de le revendiquer. Mais l'Olympique lillois était vraiment reconnu comme un club vraiment d'envergure nationale, dont les joueurs étaient régulièrement sélectionnés en équipe de France jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et donc, l'Olympique lillois est de la partie pour les 2 éditions de la Coupe Sochaux. Et cette Coupe Sochaux, finalement, a permis de voir des équipes réparties à l'échelle nationale et qui étaient d'un niveau bien supérieur à ce qu'on pouvait observer dans les championnats régionaux qui étaient en cours depuis la libération en 1918. Donc, ça a préfiguré, enfin, c'est a posteriori qu'on peut dire ça a préfiguré le championnat professionnel et finalement, ça a permis de montrer à la fédération que c'était possible de réaliser un championnat au niveau national. D'accord. Alors, Maxime, tu disais tout à l'heure que certains joueurs étaient partis au Sporting Club Fivois parce que l'Olympique lillois avait tergiversé finalement pour s'inscrire à ce championnat professionnel. Est-ce que suite à cette inscription, l'Olympique lillois s'est renforcé? Quelle était la politique, le mercato finalement de cet Olympique lillois en 1933?
Alors, en 32, je veux dire. 32, pardon, 32, en Alors 2032. justement, en fait, en 32, le championnat de France se dote de beaucoup de joueurs anglais, justement, parce que les Anglais, il faut savoir qu'ils sont pros depuis un petit moment déjà, hein, depuis plusieurs années. Et donc, en fait, bah, là, le football français devient professionnel, donc beaucoup de joueurs anglais arrivent en France. On parle, je crois, d'une quarantaine de joueurs qui arrivent en championnat de France cet été-là. À Lille, il y en a beaucoup. Alors après, il faut savoir aussi un truc important, c'est qu'à l'époque, il y avait une limite. On pouvait jouer qu'avec 4 étrangers à chaque match. Donc Lille en recrute beaucoup, mais en fait, tous ces joueurs ne pourront pas tous jouer en championnat. Certains ne joueront qu'en matchs amicaux, parce qu'il y avait aussi beaucoup de matchs amicaux, on en parlera peut-être après, beaucoup de matchs d'exhibition, de propagande, comme on disait. Il y avait la Coupe de France, il y avait la Coupe du Nord, il y avait aussi des matchs, on en parlera après, des sélections régionales, des sélections municipales. Enfin, là, les mecs ont joué quasiment, certains ont joué plus de 4 matchs dans la saison. Enfin, c'était vraiment. Et donc, voilà, l'Olympique Loire recrute beaucoup de joueurs et seulement certains pourront jouer en championnat, notamment 3 Britanniques, un Écossais et 2 Anglais, qui vont d'ailleurs avoir un rôle majeur. Il y avait aussi un Hongrois et un Belge. Et donc, du coup, ça fait 5. Et le fameux Belge va être naturalisé français en cours de saison pour devenir français et pour ne plus justement avoir ce problème d'étranger, quoi. Alors, il y a une anecdote dans le bouquin sur ce Belge. Si tu parles bien de Georges Meurice, Georges c'est ça? Meurice, c'est ça. Il y a une anecdote amusante dans le bouquin qui dit, à propos de Georges Meurice, il est un énergique Belge qui est dépeint comme un demi-accrocheur au courage de lion. Et il raconte à qui veut l'entendre qu'il s'est battu à la foire de Bruxelles à main nue contre un ours aux griffes gantées avant de défier une autre fois un boxeur de 100 kilos, lui qui en pèse 50. Ça démontre un peu un certain caractère. Et juste derrière, on voit qu'il évolue à côté du jeune Georges Beaucourt, on a évoqué le nom tout à l'heure, qui est au contraire un élève en maths sup, maths spé, donc plutôt, alors, l'image plutôt guinguantée. Donc on voit vraiment qu'il y a une juxtaposition de profils différents qui font certainement une certaine complémentarité. Tout à fait. Comment on fait pour être naturalisé en une année seulement? Ça veut dire que notre bon président Joris, il avait des contacts politiques pour naturaliser un Belge aussi vite? C'était Alors, pas lui. apparemment, ce serait plus via Roger Salengro, qui était le maire de Lille, qui aurait fait passer le dossier par-dessus. D'accord. Donc, d'ailleurs, on peut Comme en parler Mario aussi. Je ne Balotelli, suis pas quoi. sûr qu'Henri Joris était très, très ami avec Roger Salengro, mais ça, pour d'autres raisons, mais notamment sur le financement du stade. Enfin, parce que Damien peut en parler peut-être mieux que moi, hein, sur les stades, mais cette année-là, par exemple, le stade du SCFIF, donc Virno, bénéficie de financement public pour être agrandi, alors que le stade donc Victor Bouquet, donc anciennement l'ancien nom du stade Henri Joris, lui n'a pas pu avoir de subventions publiques, a dû avoir des subventions privées parce que voilà, la mairie refusait de le financer, quoi. C'est déjà Henri Joris, président en 33, en 33? En fait, il a démissionné en 32, Henri Joris. Il a été Ouais. président de l'OL de 1919 à 1924, moment où il s'est mis en retrait suite à ses affaires d'amateurisme marron. Il est revenu en 27 jusqu'en 32, parce qu'en fait, enfin, si on peut en dire un mot, en tant que président, il était dans une situation un peu cornélienne, c'est-à-dire qu'en tant que président de l'Olympique lillois, il était très favorable à la rémunération des joueurs, qui lui permettait d'attirer des grands joueurs étrangers notamment. Mais en tant que président de la Ligue du Nord, il était plutôt favorable à la défense de l'amateurisme, et ça le mettait dans une position de porte-à-faux qu'il a fini, j'imagine, par ne plus supporter. Donc il a lâché l'Olympique lillois officiellement, mais tout en restant, enfin, il patronnait l'Olympique lillois quasiment jusqu'à sa mort. Mais pour revenir à ce qui était dit avant sur les profils des footballeurs, le fait qu'ils aient eu un métier avant ou qu'ils continuent de l'exercer, ça veut dire aussi que les profils des footballeurs étaient très différents à l'époque, hein. Enfin, je rappelle ou j'apprends que le football a longtemps eu une étiquette aristocratique jusqu'à la Première Guerre mondiale quasiment. Il était exercé par des étudiants plutôt de milieux socialement dominants. Donc on a affaire à des gens qui sont étudiants, enfin qui ont un certain bagage intellectuel aussi. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus le cas aujourd'hui, mais la carrière de footballeur était encore plus incertaine qu'aujourd'hui, donc il y avait forcément un investissement aussi scolaire et universitaire pour certains d'entre eux. Alors, il y a pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Pas beaucoup de questions, mais beaucoup de réactions. Donc, on a Lille qui nous dit que c'est un très beau bouquin. On a également Fabien qui nous dit ne spoilez pas, ne divulguez pas tout le livre. Il y a pas de risque, hein. Il y a tellement de choses dans le bouquin qu'on ne fera que le survoler ce soir.
Voilà, donc des réactions tout à fait positives là-dessus. Alors, Lorenzo, Julien, vous voulez rajouter quelque chose? Ou on enchaîne sur... en fait, Non, oui, moi je veux bien Oui. savoir à l'époque, alors c'est très pratico-pratique, mais je trouve toujours ça rigolo d'imaginer un peu comment se passaient les choses à l'époque. Combien de supporters lillois se sont déplacés à Colombes? Et à l'époque, ils y allaient comment? Il y avait un chemin de fer, j'imagine, qui reliait Lille à Paris. C'est une info qui est dans le livre. Alors Damien, peut-être répondre sur le supporterisme, parce que tu as fait toute une partie d'ailleurs super intéressante là-dessus. Et après, j'aurai un petit élément aussi à ajouter sur la finale précisément. Ouais, alors avant de répondre précisément à ta question, dire que que la ville de Lille, l'Olympique lillois, a été pionnier en matière de supporterisme, puisque c'est à Lille qu'a été enregistré le premier club de supporters officiel en France en automne 1913. Un club C'est qui pas les Dogs du s'appelait Net, hein. C'est pas les Dogs du Net. C'est pas les Dogs du Net, c'était les Amis de l'OL. Enfin, ils s'étaient provisoirement appelés le Club des Trompettes et ils se sont appelés finalement les Amis de l'OL. En fait, la proximité géographique avec la Belgique et l'Angleterre a fait qu'il y a eu beaucoup de mimétisme avec ces deux pays. Enfin, Lille a vraiment profité de sa situation géographique pour s'inspirer de ses voisins. Et en l'occurrence, le supporterisme a été fortement copié sur ce qui se passait notamment dans les clubs bruxellois. Et donc, dès 1914, quand Lille parvient en finale de ce qu'on appelait le Trophée de France, il y a 1000 supporters qui se sont déplacés à Paris pour la finale. Donc, ils se sont déplacés en trains spéciaux. Et sur la finale de 33, alors il n'y a pas une énorme affluence parce que c'est 20 000 personnes dans la totalité du stade. En fait, la finale de Coupe de France fait beaucoup plus d'affluence, sans doute parce que il y a eu une collision d'événements et puis le championnat attirait peut-être pas suffisamment de monde encore. Mais Maxime, je ne sais pas si tu as le chiffre en tête du nombre de Lillois qui sont déplacés. Alors, oui, justement, je viens de regarder dans le livre parce que je m'en souvenais plus. On a noté 20 000 en fait. Il faut savoir qu'en fait, la Coupe de France, la finale Roubaix contre Roubaix avait eu lieu une semaine plus tôt. Et là, pour le coup, ça avait vraiment été une transhumance des nordistes à Paris, quoi. Là, on parle de 38 000 sur la semaine d'avant. Parce que déjà, la Coupe de France était plus prestigieuse à l'époque. Là, on parle le championnat, c'était un championnat, enfin, c'est la première édition, donc il n'y avait pas encore un grand prestige. Et apparemment aussi, le même jour que le championnat de France, donc la finale Lille-Cannes, il y avait un événement, alors je ne sais pas ce que c'était la course Paris-Bordeaux, qui devait être une course de je ne sais quoi à l'époque, et De qui apparemment vélo? très Il populaire. y a Ouais, une c'est course vélo. cycliste qui était Vélo, Paris-Bordeaux, une course D'accord, c'est le vélo, d'accord, voilà. Bah, bon, C'est bah. du vélo, ouais. Donc il y Moi, avait c'est le Paris-Bordeaux en fait, le même jour, et ça a un peu court-circuité l'intérêt du public, en fait, et, voilà. Et c'est pour ça qu'il n'était que 20 000 Lillois ce jour-là à Colombes, quoi. Si Enfin, je dis 20 pas 000. de bêtises, Anctil, à l'époque d'Anctil, ça se faisait encore, il l'a gagné Oh, Paris-Bordeaux. encore plus tard que ça, même. Oui, plus tard que Encore ça, plus il y tard a que ça encore. Duclos-Lassalle est un des derniers Duclos vainqueurs. Lassalle, d'accord. Duclos-Lassalle est un des derniers vainqueurs. Vous avez été étonné par mes connaissances en cyclisme, mais bon, voilà, c'est une découverte, c'est une information du Bistro de ce soir. Alors oui, J'ai d'ailleurs, des souvenirs d'Anctil qui fait Paris-Tours, Paris-Bordeaux, genre il dort à peine la nuit et il gagne les deux. Enfin, c'est l'époque où Moi, je c'était pense une que locomotive. je pense et que c'est d'ailleurs, Paris-Nice en 5 jours et Paris-Nice. Paris-Bordeaux derrière. Ah ouais, c'est enfin, certainement incroyable. pour ça qu'il y a eu beaucoup de Roubaisiens à la finale de la Coupe de France. Ils ont fait Paris-Roubaix en vélo. À mon avis, ça doit être ça l'explication. Alors, le, cette première saison de championnat, il y avait donc deux clubs lillois en championnat de France professionnel. Euh, Trois, comment, si on peut ajouter aussi. Il y avait Roubaix aussi, en fait, l'Excelsior Roubaix, qui ouais, était dans le groupe d'ailleurs de l'OL. comment Quel beau nom. ça se gérait finalement, cette multitude de clubs nordistes dans le championnat de France? Et il y avait une vraie domination par rapport aux autres régions ou c'était finalement le hasard, parce que c'était des clubs qui étaient anciens, qui avaient un certain historique? Alors, moi, je ne pourrais pas dire, enfin, je ne sais pas si Damien a l'information sur pourquoi ces clubs-là ont été, parce que là, c'est vraiment une adhésion, en fait. C'est des clubs Hmm. qui ont adhéré à ce championnat et qui ont participé. Par exemple, le club à Roubaix, il y avait deux clubs, donc il y avait l'Excelsior et le Racing. Hmm. D'ailleurs, le Racing qui avait fait la finale de la Coupe de France en 32, et qui la fera aussi en 33, et qui perdra d'ailleurs les deux, était un club majeur et pourtant a refusé de s'inscrire au championnat, tout comme Amiens, qui était Hmm. d'ailleurs partant et qui a refusé. Alors, je ne sais pas sur quelle base ils ont invité, je ne sais pas si Damien a l'information. En tout cas, juste pour répondre à ta question, donc il y avait trois clubs donc lillois, enfin métropolitains entre donc, Roubaix, l'OL et FIV dans ce championnat. Il y avait aussi beaucoup de clubs parisiens et ensuite il y avait un troisième pôle dans le sud. Il y avait vraiment beaucoup de clubs sudistes avec Marseille, Cannes, Hyères, Antibes, Nice. Donc beaucoup de clubs dans le sud. Donc c'était vraiment les trois grands pôles à l'époque en France, quoi.
Alors, il est déjà 21h15, on était très bavards. Je vous propose d'aller directement finalement à l'issue du championnat. Comment ça s'est déroulé? Comment Lille a pu terminer champion de France professionnel cette année-là? Je crois que ça s'est terminé par une finale. Il y avait deux poules, si je dis pas de bêtises, et les vainqueurs des deux poules se rencontraient à l'occasion de la finale. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait deux poules de 10 et l'OL et FIF n'étaient pas dans la même poule. Et l'OL était le seul nordiste dans sa poule. Donc, l'OL a rapidement fait la course en tête malgré une défaite lors du match inaugural contre Marseille et a même assuré sa première place à 3 journées de la fin et donc a rencontré le premier de la poule B qui initialement n'était pas Cannes mais était Antibes. Et Antibes a été déclassé pour corruption. En fait, ils ont gagné leur dernier match contre FIV et Louis Henno a dénoncé le procédé en disant qu'il avait été approché par l'entraîneur dans la semaine. Certains joueurs avaient aussi été approchés. Donc les faits ont été avérés et c'est le deuxième qui finalement s'est qualifié pour la finale. Donc le deuxième, c'était Cannes. Et donc Ils on font, est arrivé avec une finale Lille-Cannes le 14 mai 33. ils font ça dans le sud de la France? Je suis très surpris. Donc, FIV Antibes, c'est VAOM, quoi. C'est vrai que ça Ouais, ressemble à VAOM. ouais, Il y a la même distance. Hein. il y avait une valise dans le jardin. Donc voilà, donc une finale. Alors, est-ce que c'était une Il y a finale? un mec à cheval qui est allé jusqu'à Béthune. Il paraît en 20 minutes, il a fait Paris-Béthune. Il paraît, mais ça, les historiens ne sont pas capables de l'affirmer, hein, c'est une rumeur. Cette finale, comment elle s'est déroulée? C'était une finale sèche ou il y avait une finale aller-retour? Non, c'était une finale sèche à Colombes, donc ce jour-là. Il a plu en deuxième mi-temps, donc c'était un peu moins sec. Voilà, justement, j'allais dire. En fait, très vite, les Lillois ont dominé 2-0 à la mi-temps pour Lille. Ils se baladaient un peu, enfin, ils n'ont pas été mis en danger. Et là, à la mi-temps, en fait, les conditions de jeu ont beaucoup changé. Il s'est mis à pleuvoir très fort, à avoir beaucoup de vent. Et les Lillois, bizarrement, pourtant, ils étaient décrits comme des. Parce que voilà, dans le Nord, enfin, c'est pas un secret de dire qu'il pleut plus souvent que dans le Sud. Donc les Lillois étaient censés être plus habitués à jouer sur des surfaces comme ça. Et pourtant, ils ont été déstabilisés sur cette deuxième mi-temps. Cannes a très vite marqué. Donc ça fait 2-1. Lille a quand même réussi à donner de l'air 3-1. Et là, Cannes a réussi à égaliser 3-2, 3-3 à 5 minutes de la fin, 10 minutes de la fin. Donc voilà, Lille aurait pu lâcher et grâce à deux nordistes, hein, c'est un centre de Cotigny et un but de Winkelmans. Et Lille gagne 4-3 vraiment sur le fil en fin de match. Donc un match apparemment avec beaucoup de suspense, beaucoup d'émotion. Enfin, c'est ce qui en ressort et beaucoup de joie de la part des Lillois, quoi. Des bons noms de Schnorr. Hein. De Cotigny pour Winkelmans, ça ferait plaisir d'entendre ça aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de nordistes là, d'ailleurs dans l'équipe. Beaucoup de nordistes et puis des Écossais et des Anglais, quoi. Comment ça a été ressenti au niveau de Lille au retour des héros? Il y a eu des manifestations, il y a eu, ça a été fêté par la municipalité. Alors, moi, Des je vais juste Black Blocs répondre, ou et après, pas je donnerai la réponse à Damien. En fait, donc, les Lillois, dès le soir même, retournent à Lille en train, sont accueillis vraiment en héros à la gare. Hein. Les gens les accueillent en héros, les sortent même du train, les portent en héros, leur jettent des fleurs. Enfin, c'était apparemment une scène assez incroyable. Et ils sont reçus dès le lendemain à la mairie de Lille par Roger Salengro, qui les félicite. Et en fait, il était prévu à la base qu'ils rencontrent leurs supporters le lendemain, mais ils ne pouvaient pas pour un événement que Damien va vous expliquer, qui du coup s'est passé dans la foulée en fait du titre 33. Oui, ils sont partis, enfin, si c'est ça que tu veux évoquer, ils sont partis Ouais. en tournée en Afrique du Nord. Donc, ils sont partis au Maroc, en Algérie et en Tunisie pour faire une tournée d'un mois où ils ont joué 16 matchs en un mois. Donc, des tournées en fait qui sont pas nouvelles hein, finalement. Et bon, je veux pas divulguer tout le livre non plus, mais il s'est passé beaucoup de choses croustillantes lors de cette tournée avec beaucoup d'incidents et des polémiques qui sont revenus jusqu'en métropole sur le comportement de l'Olympique lillois. Voilà, tout est là-dedans. Hein. On vous avait dit qu'on n'allait pas spoiler tout le bouquin. On va vous donner plein de raisons de l'acheter. Donc, achetez-le, vous découvrirez tout ça, tout le croustillant, le côté télé-réalité de l'époque, en fait. Vous verrez, tout est présent dans le livre. On a évoqué le titre. Est-ce qu'on a oublié un point sur lequel vous voudriez insister, Damien et Maxime? Ou est-ce qu'on a fait le tour du titre avant d'aborder le sujet qui va intéresser beaucoup des internautes? Non, bah, juste te dire, en fait, le livre, on parle beaucoup de la saison 32-33, mais pas que. On a aussi vraiment, on parle beaucoup de l'histoire au sens large de l'OL. Voilà, moi, j'ai plus travaillé sur. Enfin, on l'a écrit donc à 80, comme je disais. Moi, j'ai plus écrit la saison 32-33 et Damien a vraiment
beaucoup travaillé sur l'histoire au sens large de l'OL. Il est plus spécialiste que moi sur l'ensemble de l'histoire. Donc, c'est vraiment voilà, un livre sur l'histoire du club avec vraiment un focus sur cette saison, quoi. Damien, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, j'allais dire la même chose pour dire que finalement, la saison 32-33 est presque davantage une entrée ou un prétexte pour, alors même si c'est largement une grande partie du bouquin, mais c'est pour évoquer aussi l'histoire de ce grand club qui n'avait pas été fait, hein, puisque c'est le premier livre qui est entièrement consacré à l'Olympique lillois. Hein. Jusque-là, les livres de Jacques, de Patrick notamment, évoquaient l'Olympique lillois souvent dans les premières pages et puis passaient très vite au reste. Et nous, on a la chance de bénéficier aujourd'hui de nombreuses sources sur Internet, beaucoup d'archives en ligne qui sont numérisées et qui nous permettent désormais de faire cette histoire et d'essayer d'approcher un peu une vérité qui n'a pas été entretenue, hein, une mémoire qui n'a pas été entretenue de ce club. Est-ce que vous parlez du côté omnisport de l'Olympique lillois ou c'est focus sur le football? Bon, on en parle au début pour présenter qu'effectivement l'Olympique lillois est un club omnisport où on joue pas qu'au foot et puis parce que c'est justement aussi typique de ce qu'était l'Olympique lillois, un club plutôt bourgeois dans les beaux quartiers autour de la Citadelle, autour de l'Hippodrome. Donc un club très révélateur de son temps et de ce qu'était la pratique sportive à l'époque, en tout cas cette pratique-là, pour le dire de façon un peu caricaturale. Ces sports-là, le foot, le cyclisme étaient plutôt les sports, encore une fois, aristocratiques, alors que les ouvriers faisaient plutôt de la gymnastique. Et l'Olympique lillois, à ses débuts, est un club aristocratique. Donc on en parle juste au début pour dire qu'on n'y joue pas qu'au foot, et ça fait pas l'objet de développement outre mesure. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure des supporters, comme quoi l'Olympique lillois était le premier club en France à créer son club de supporters. Donc, c'est le club des trompettes, c'est ça, tu avais dit, si j'ai pas de bêtises. Les amis de l'OL, oui, anciennement. Les amis de l'OL, voilà. Et il y a dans le livre d'ailleurs quelques chansons de l'époque, entre guillemets, en tout cas en termes de paroles. Vous n'avez pas les airs, hein, je pense. Vous savez en chanter une ou deux, pas du tout? Malheureusement, on n'a pas les airs, non, mais j'en parlais avec une personne de la médiathèque de Lille vendredi à la mairie parce qu'il y a une expression très curieuse dans un des chants, c'est Chouya Barka, qui apparemment est de l'arabe. Et on a trouvé qu'il y a une chanson réaliste de l'année 1913, donc qui correspond au chant, qui s'appelait Chouya Barka. Et cette dame m'a dit qu'ils avaient une bibliothèque musicale à la médiathèque et qu'il y avait moyen de trouver sans doute un enregistrement. Alors, reste à savoir si ça collera aux paroles, mais on garde espoir. Bah écoute, sinon on a encore une carte, hein. On a les Yendins qui peuvent regarder ça de plus près. Ce sont des spécialistes pour mettre en musique les chants de supporters, donc ce sera une mission pour eux. Je pense qu'ils nous écoutent ce soir. Le défi est également lancé. J'avais une dernière question sur cette partie-là. Je pense à cette époque qu'est apparu le surnom des Dogs. Est-ce que vous savez nous expliquer quelle est l'origine finalement de ce surnom des Dogs qu'on a évoqué à plusieurs reprises et on n'arrive jamais à voir vraiment la vraie explication? Est-ce que vous avez une vraie explication à ce surnom? Oui, alors on n'a pas de réponse définitive à toutes les questions qui se posent, mais on a en tout cas une date précise parce qu'il y a effectivement plusieurs versions qu'il faut remonter le surnom aux années 30. En fait, c'est bien antérieur. Le surnom est en fait même officialisé en février 1920 au cours d'une cérémonie à l'issue d'un match amical contre l'Union Saint-Gilloise. Et en fait, en début février 1920, l'Olympique lillois est allé jouer un match de Coupe de France, de huitième de finale de Coupe de France à Paris. Et le match devait se dérouler au stade Bergère, qui est au nord de Paris. Vous allez me dire qu'il a sans doute plu sur ce stade. Bien sûr, évidemment, évidemment. Mais tu nous coupes finalement, le petit pied. Et là, pour le coup, on a l'air. Hein. Et finalement, au dernier moment, donc des supporters, les dirigeants et les joueurs lillois sont arrivés au stade Bergère au nord de Paris. Et arrivés là, ils apprennent que finalement, le match a lieu dans le 15e arrondissement. Donc périple dans Paris de tout le monde, les Lillois obtiennent le décalage du match d'1 heure, ils arrivent in extremis et ils s'imposent 2-1 dans des conditions très difficiles. Et ils avaient embarqué avec eux un dog en peluche dans leur valise et du coup ils ont considéré que ce dog leur avait probablement porté chance et ils ont adopté ce dog. Alors maintenant, pourquoi ils avaient embarqué un dog dans leur valise Un dog en peluche. Un dog en peluche, oui, avec un collier rouge et blanc. Alors, c'est là qu'on n'a pas la réponse définitive, mais c'est probablement un titre de presse parisien hostile à l'Olympique lillois qui a traité les footballeurs lillois de dogs, mais dans un sens
péjoratif pour dire qu'ils étaient, comme on dirait aujourd'hui, des roquets, qui se comportaient comme des roquets. Et le surnom est apparu progressivement dans la presse régionale fin 1919. Et les Lillois ont finalement retourné le stigmate en disant, bah oui, on est accrocheurs, on est teigneux, on est des dogs. Alors après, il reste une hypothèse que ce surnom ait pu apparaître en fait avant la guerre, parce que moi, j'ai regardé les archives entre la Libération et le baptême du dog en 1920. Il n'y a pas de match à Paris qui se soit, alors, sauf ce huitième de finale, mais où le dog était déjà entériné apparemment, il n'y a pas de match à Paris qui se passe mal. Or, en 1914, l'Olympique lillois a joué beaucoup de matchs à Paris dans une forte hostilité. Et peut-être que le surnom avait déjà été forgé là, mais il s'est popularisé qu'après la guerre. D'autant plus que beaucoup de footballeurs lillois ont participé à la guerre, beaucoup sont morts sur le front, et ça a pu aussi forger cette image de personnes qui se battent comme un dog. Donc ça reste encore à déterminer, précisément. Il y avait aussi l'histoire, c'est pas le président Joris qui avait aussi des dogs, justement, qui venaient au stade avec des dogs? Oui, mais ça, justement, c'était les versions qui ne reposent sur rien. Donc, D'accord, ok. Ok. Un petit mot simplement pour Damien a évoqué la rivalité avec Paris. C'est vrai qu'il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait vraiment une forte rivalité entre le football nordiste et le football parisien. Plus qu'aujourd'hui, là où on est plus sur des rivalités qui vont être entre Lille et Lens. Il y avait chaque année un grand match, le grand match Paris-Nord, depuis 1912, c'est ça, Damien? Ça commence en 1905. 5, oui, c'est vrai, 5. Et en fait, c'est chaque année, en fait, une sélection des meilleurs joueurs du Nord affrontait une sélection des meilleurs joueurs de Paris. Et voilà, et ce match-là était important, faisait à chaque fois guichet fermé, et les gens vraiment avaient à cœur de battre Paris. C'était important pour eux. Donc, il faut vraiment se mettre dans un contexte où, à l'époque, les nordistes n'aiment pas les footballeurs parisiens et réciproquement. Donc, c'est certainement aussi pour ça que la presse nordiste en voulait un peu aux Lillois, quoi. La presse parisienne. Oui, parce que en La fait, presse parisienne, les clubs parisiens n'appartenaient pas à la même fédération que les clubs nordistes. Donc, il y avait aussi des querelles fédératives qui s'ajoutaient aux querelles sportives. Bon, en tout cas, ça passionne nos auditeurs. Donc, Fabien, passionnant, je vais acheter votre livre. Bravo à vous. Allez, Lille et le KSG, il ne se rappelle plus de la date de création. Moi, je la connais. Hein, c'est Lille, Dortmund Lille en 2000 et quelques années. Georges, heureusement qu'il n'avait pas embarqué un caniche. C'est vrai que ça aurait été un peu moins guerrier comme surnom, mais bon. Et puis Arnaud qui dit, vos invités parlent aussi bien qu'ils écrivent. Bravo à eux. Merci Arnaud. Salut Arnaud. On a été très bavard, 21h28. Alors, je propose de passer à l'épisode LOSC, naissance du LOSC. Comment deux clubs qui sont des clubs phares finalement au niveau national, Lille et le Sporting Club Fivois, après la guerre, arrivent à se réunir pour former un nouveau club, le LOSC. Comment ça s'est passé, ce mariage finalement? Est-ce que c'est un mariage de raison, un mariage forcé? Est-ce que c'est lié à la guerre? Je sais pas qui. Bon, ouais, alors, il faut savoir que oui, effectivement, il y a la guerre qui passe par là, hein, et la région du Nord et du Pas-de-Calais ont payé quand même un lourd tribut à la guerre. Il y a eu des populations ont dû partir, il y a eu beaucoup d'exodes. Donc, on se retrouve en 44 à la Libération avec des équipes qui sont finalement vidées de leurs joueurs. À Lille, enfin, en fait, il faut savoir que Henri Joris décède en mars 40. 3 mois plus tard, Gabriel Collet, donc le président de l'Olympique Lillois, décède. Lui, il meurt au champ d'honneur en mai 40. Il meurt lors de l'offensive allemande. Donc en 3 mois, voilà, les deux présidents, les deux hommes forts de l'Olympique Lillois meurent. Donc là, dans la foulée, le championnat est suspendu et l'Olympique Lillois arrête toute activité et repartira qu'en 41 grâce à un homme, Henri Kretschmar, qui était un industriel lillois, qui va en fait fusionner l'Olympique lillois avec l'Iris Club de Lambersart, parce que voilà, il n'y avait plus de joueurs, il n'y avait plus de club, en fait, c'était devenu une coquille vide finalement, hein. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 43, le régime de Vichy va imposer un championnat fédéral. C'est-à-dire que là, il dépossède tous les clubs de leurs joueurs et il crée des clubs par région finalement. Donc là, on était l'équipe fédérale Lille-Flandre. Et il prend dans cette équipe les meilleurs joueurs de l'OL et du SCFI. Donc finalement, sans s'en rendre compte, il crée un LOSC en fait avant l'heure, quoi. Il prend les meilleurs de l'OL et les meilleurs du SCFI. Et cette équipe, d'ailleurs, se retrouve très bonne sur le terrain, finit deuxième du championnat de France derrière Lens, Artois.
mais devant Capital, en fait, devant Paris Capital, donc finalement un peu l'ancêtre du RC Lens. Et donc on se retrouve à la Libération, et là, voilà, les joueurs sont censés repartir dans leur club. Mais on se rend compte en fait que sur le terrain, ça se passait bien, ils ont été bons, et puis que les clubs sont affaiblis par la guerre aussi, ils n'ont plus forcément de moyens, que ce soit à Fives ou à Lille. Et donc très vite, ce fameux Henri Kretschmar va voir son homologue président, donc Louis Hainaut à Fives, pour lui dire, voilà, peut-être que la meilleure solution, ce serait peut-être de fusionner nos clubs, parce que financièrement, on ne va pas forcément s'en sortir, quoi. Et donc voilà, très vite, un mariage de raison se fait, et le LOSC est créé. Le LOSC va d'ailleurs très vite être performant et va gagner un titre très vite, quoi. Damien, tu veux rajouter quelque chose sur cette naissance, le LOSC qui est issu finalement du mariage du SC Figeois et de l'Olympique Lillois? Non, bah, Maxime a été très complet. Donc peut-être juste pour dire pour l'anecdote, mais je pense que on connaît, le LOSC, c'est d'abord appelé le Stade Lillois, très provisoirement. Il a joué quelques matchs sous cette appellation. Et puis est devenu le LOSC, donc pour rappeler un acronyme qui rappelle le nom de ces deux glorieux parents. Voilà, alors dans le livre, on va aborder le sujet qui fait un peu polémique ces derniers jours. Dans le livre commence par une préface de notre ami Patrick Robert, hein, donc je vais juste citer une phrase qui est dedans, mais qui va positionner l'esprit d'une question qu'on va se poser tout de suite. Patrick qui nous dit dans sa préface, c'est la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui trouvent normal d'ajouter le titre de champion de France professionnel remporté en 33 par l'Olympique Lillois et à ceux du LOSC gagnés en 46, 54, 2011 et 2021. Ne s'agit-il pas de la même ville, des mêmes couleurs, des mêmes emblèmes, des mêmes supporters et du même stade pour 3 des 5 titres? Je le revendique haut et fort, la ville de Lille, par l'entremise de ses joueurs, a été 5 fois championne de France de football professionnel. Vous apportez, sans poser la question véritablement, parce que vous apportez des faits, vous apportez des informations, mais vous ne prenez finalement pas position de façon aussi marquante que Patrick Robert et que certains supporters, hein. Vous apportez des informations qui sont importantes à une question finalement qu'on s'est toujours posée en regardant le palmarès du football français. C'est pourquoi, alors que le LOSC est issu finalement du mariage de son glorieux parent, je sais pas si c'est père ou mère, l'Olympique Lillois, pourquoi n'est-il pas bénéficiaire du titre gagné par l'Olympique Lillois, club qui n'existe plus aujourd'hui? Et donc, on a donc un club qui, certes, est attribué à l'Olympique Lillois, mais qui ne peut pas être forcément célébré de la même façon que s'il avait été intégré au palmarès au palmarès du LOSC. Et vous apportez dans la postface, finalement, que vous écrivez, quelques informations qui sont assez interrogeantes sur ce sujet. Vous voulez que je vous lance ou vous voulez enchaîner? Alors, je Oh, pense notamment, vous avez retrouvé la convention qui lie le SC Figeois à l'Olympique Lillois, si je ne dis pas de bêtises. oui, je suis tombé sur un exemplaire de la convention de fusion donc fin 44, début 45, ça dépend quelle date on prend, donc entre l'Olympique Lillois et le Sporting Club Figeois. Et l'article 2 énonce clairement que les deux clubs s'engagent à mettre en commun leurs titres. Donc oui, ça pose question sur le fait de pourquoi le LOSC ne le revendique pas, et d'autant que on a apporté aussi un autre élément qui est dans l'exposition, qui n'est pas dans le livre, c'est que jusqu'à la fin des années 60, le LOSC écrivait son courrier officiel avec un papier en tête qui comportait non seulement le logo du LOSC, mais aussi les logos du Sporting Club Lillois et de l'Olympique Lillois, qui du coup faisaient partie intégrante officiellement de l'histoire du club, alors que aujourd'hui on a l'impression que l'histoire s'écrit plutôt en termes de rupture qu'en termes de continuité. Alors, on peut aussi le comprendre parce que la guerre marque une rupture vraiment historique, sportive, symbolique. Maxime l'a rappelé, les deux têtes de l'Olympique Lillois décèdent en 1940. Et puis, on peut aussi dire que les rapides succès du LOSC après-guerre donnent raison à la fusion et relèguent relativement les performances de l'Olympique Lillois qui soudainement paraissent un lointain passé. Mais nous, une des ambitions de l'ouvrage, c'est de montrer plutôt l'histoire en termes de continuité symbolique, parce que comme Patrick le rappelle aussi dans la préface qu'il nous a écrit avec tout son talent, c'est effectivement les mêmes hommes, les mêmes infrastructures, le même surnom, les mêmes couleurs.
Et en plus de ça, il y a un élément juridique. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on l'aborde tout de Bien suite. évidemment, Donc, tu veux parler du numéro d'affiliation à la Fédération française de football? voilà, parce que c'est un argument qu'on entend souvent, c'est ah bah c'est pas le même club sous prétexte que c'est pas le même nom. Oui, enfin c'est un peu plus compliqué que ça le droit. Donc déjà je trouve que les éléments symboliques apportent des éléments qui justifient légitimement que on montre la continuité. Mais effectivement, ce qu'on nous a dit à la Fédération française de football, parce qu'en fait c'est Patrick Robert qui nous a soufflé ça, qui nous a dit est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à aller voir du côté du numéro d'affiliation, c'est-à-dire le numéro avec lequel les clubs sont enregistrés auprès de la Fédération française de football. Donc c'est vraiment la plaque d'immatriculation des clubs. Hein. Lille a le numéro 54. Enfin 5 0 0 0 0 54. Et en fait, quand on a contacté la Fédération française de football et la Ligue nationale des Hauts-de-France, ils ont été étonnés de constater que c'est un numéro qui avait été en fait enregistré en 1919, ce qui est étonnant pour un club créé en 44. Donc ce qui veut dire que probablement le LOSC est fondé sur les vestiges de l'Olympique lillois, y compris sur son numéro d'affiliation. Donc, ces éléments, ils sont quand même fortement perturbants par rapport au postulat. Ça peut pas être, le titre peut pas être attribué au LOS parce que c'est un titre de 33 et le LOS qui a été créé en 44. Il y a donc une discontinuité. Et les éléments que vous apportez dans le livre, finalement, établissent une certaine forme de continuité, presque successorale, ou en tout cas de droit des affaires enfin, par la Convention, c'est-à-dire que la Convention prévoit une réunion des patrimoines et notamment des actifs immatériels que sont le palmarès. Et puis cette histoire de numéro d'affiliation qui, si elle s'avère, démontre bien qu'il y a une réelle finalement continuité dans la vie du club lillois et que finalement le palmarès, le titre de champion est lié finalement à ce numéro et qu'on pourrait tout à fait être en droit de revendiquer pour le LOSC un 5e titre. Alors, c'est vraiment pour avoir un titre supplémentaire, je pense, mais je crois que c'est important d'affilier finalement ce premier titre de champion de France professionnel à une structure qui vit, qui existe, pour pouvoir l'intégrer dans une histoire moderne et pouvoir le célébrer beaucoup plus naturellement. Je pense notamment dans 10 ans, ça va être le 100e anniversaire et ça peut être effectivement une date marquante. C'est pour ça que certains supporters qu'on connaît très bien ici au bistrot d'Allelosk ont lancé une pétition. Alors, une pétition qui n'a pas vocation à englober tout le monde, mais en tout cas à marquer le coup pour demander justement la réunification des titres du football lillois. Alors la pétition, vous en trouverez enfin, si vous n'avez pas encore eu le lien, on va le mettre sur les commentaires des réseaux sociaux. Donc, la pétition est disponible. Vous pouvez signer cette pétition et surtout la partager à tous vos amis, tous vos contacts, vos femmes, vos enfants, vos dogs, pourquoi pas, pour qu'il y ait plus de signataires possibles, pour finalement qu'elle trouve un écho auprès du monde médiatique et pour qu'on puisse effectivement à un moment, poser la question, simplement, pas forcément obtenir gain de cause, mais poser la question, quels sont les arguments juridiques qui empêchent la réunification des titres du football lillois à travers, finalement, le représentant actuel du football lillois, qui est le LOSC. Après, oui, ça n'a pas un intérêt, oui, c'est pas pour gratter un titre supplémentaire. De toute façon, le football lillois a déjà ses 5 titres. C'est ce que disait Martine Aubry lors des propos introductifs de l'exposition de la mairie de Lille. Donc, mais c'est, je pense, pour respecter l'histoire et pour finalement pouvoir célébrer cette histoire dans les années à venir. Julien, Christophe, Lorenzo, vous avez quelque chose à dire sur cette pétition? Vous l'avez signée, j'espère. Ouais, moi je l'ai signé. Non, mais Je me demande juste si le LOSC n'avait pas marché sur l'après-guerre comme il a marché sur l'après-guerre en étant quasiment tous les ans en finale de coupe, en gagnant le championnat 2 fois. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que peut-être ce côté héritage de l'OL aurait été un peu plus marqué alors que là, on était tellement fort, tellement puissant, bah, finalement on s'en fout un peu de cet héritage, quoi. C'est ce qu'on peut comprendre de Damien et Maxime? Oui, alors effectivement, il y a ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a de ça, c'est possible qu'il y ait de ça. Effectivement, le LOSC a été tout de suite très fort, donc les supporters en plus on sortait de la guerre.
Donc, il faut savoir que les gens avaient aussi pas forcément envie de repenser à une période qui était préalable et qui était forcément mauvaise pour tout le monde. C'était la guerre, c'était l'occupation. Donc là, on avait un nouveau club lillois unifié qui était bon, qui gagnait des titres. Donc, on avait envie de croire en ce nouveau projet, quitte parfois peut-être à oublier un peu ce qu'il y a eu avant. C'est possible. Et après, on peut aussi se questionner sur si les hommes forts de l'OL, donc en l'occurrence Henri Joris et Gabriel Collet, avaient été encore en vie, sans forcément même être actifs, mais avaient été en vie juste de par leur présence, et leur présence donc du coup glorieuse en 33, aurait juste de faire rappeler à quel point l'OL avait été puissant. Et donc, peut-être que ça aurait peut-être changé la perception, mais ça appartient à l'histoire, on ne le saura jamais. Christophe, Lorenzo, tu voulais Moi, je voulais intervenir? juste dire que, en étant quelqu'un qui ne connaissait pas du tout toute cette histoire que je viens d'écouter aujourd'hui, vraiment, ça me semble très, très, très bizarre que ça n'était pas quelque chose de déjà reconnu au LOSC. Pas seulement, comme tu disais, François, pour que ça soit en fait moderne, lié à une équipe qui encore existe et qui a gagné ce premier titre, mais parce qu'en gros, je vois que je sais pas, mais l'histoire est là, entre guillemets. Donc, ça fait partie de l'histoire d'un club qui a donné la naissance après au LOSC. Donc, franchement, ça me semble seulement bizarre qu'il n'y a pas eu quelque chose avant pour pousser sur ça. Voilà. C'est juste une réflexion que je fais en ayant écouté tout ça. Il y a une question très intéressante sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot de la LOSC, une question d'Arnaud. Officiellement, qui a le pouvoir de prendre la décision de Voilà. réintégrer Ça ce aussi, premier moi, je titre voudrais savoir. au titre remporté par le LOSC? Damien, Maxime, vous avez une réponse? Moi, je l'ai. J'allais te dire, c'est toi qui étais à BFM hier, il y avait un avocat qui a évoqué la question. Donc je pense que tu peux peut-être répéter ce qu'il a dit. Ouais. Voilà, je fais un peu de lobbying en ce moment, et c'est vrai que j'ai eu le plaisir d'aller à l'émission Cup Nord sur BFM, et il y avait un avocat spécialiste du sport, hein, qui était intervenu, qui a donné son avis technique sur la situation. Donc, il demande à voir les pièces, hein, demande à lire la convention pour voir si c'est une fusion-absorption, une fusion, enfin bref, c'est des termes techniques. Il demande effectivement à avoir un peu plus d'informations. Et pour lui, c'est la fédération qui doit normalement prendre une décision. Et pour ça, elle doit être sollicitée par le bénéficiaire. Et le bénéficiaire, ce serait aujourd'hui le LOSC Association. Mais bien sûr, j'imagine que cette décision, elle ne peut être prise qu'en accord avec la structure sociétaire qui gère le LOSC actuellement, c'est-à-dire avec le dirigeant du club. Je pense après, le principal frein à tout ça, si frein il y aurait, c'est qu'en fait, on viendrait à revendiquer un titre qui est préalable à notre création. Parce que le LOSC, quoi qu'il en soit, a été créé en 44. Donc là, on viendrait en fait à avoir un club créé en 44, mais qui a un événement, un événement, un titre qui date d'avant sa création. C'est comme si moi, j'étais né aujourd'hui, mais que je revendiquais avoir gagné un marathon il y a 5 ans. C'est Et donc là, en fait, voilà, le frein, si frein il devrait y avoir, ça voudrait dire que finalement, on devrait changer la date de création du LOSC et la ramener à celle de l'Olympique Lyonnais. Mais pourquoi pas à celle du SCFIF, puisque c'est son père, mais l'autre, c'est sa mère, entre guillemets. Donc en fait, enfin, finalement, c'est complexe, en fait. C'est qu'on ne peut pas revendiquer, enfin, en tout cas, légalement, j'imagine, un titre qui est, qui est préalable à sa naissance, en fait. c'est C'est une pour ça position. que ça me paraît complexe. C'est une position, j'ai pas dit que le dossier était simple, hein, je pense qu'il y a certainement, c'est une position qui s'entend parfaitement, hein, moi je l'entends, mais c'est vrai que lorsqu'on hérite de ses parents, on est titulaire finalement d'une maison qui a été construite à une époque où on n'était pas né, hein. C'est l'héritage, c'est la transmission du bien, c'est la transmission des actifs immatériels et c'est cette notion de continuité qui serait, à mon avis, un fait juridique majeur, en tout cas qui permettrait de au moins poser cette question. Mais non, je ne veux pas anticiper, mais en tout cas, on voit pour l'instant, il y a 620 signataires de la pétition et ça augmente régulièrement, donc surtout après l'émission. Je pense que beaucoup de personnes vont se rajouter à ces signataires. Bah, plus il y aura de François, plus on tu posera parlais, la question. François, tu parlais du propriétaire, mais si je dis pas de bêtises, le numéro d'affiliation, c'est la propriété de l'association LOSC. Bien sûr. Donc c'est même pas tellement le propriétaire de la structure professionnelle aujourd'hui qui devrait aller chercher C'est ce que j'ai dit, c'est Ah pardon. l'association qui Bah, pourrait effectivement demander mais
de poser la question à la Fédération française de football, mais j'imagine que l'association ne fera pas s'il n'y a pas l'aval de la structure LOSC et ça. Je veux dire, ça paraît logique. C'est un duo qui fonctionne ensemble et on ne peut pas avoir, en termes d'image, comment dire, une demande de l'association si elle n'est pas validée par le LOSC et ça pour des raisons qui leur seraient propres. C'est pas si simple, entre guillemets. C'est comme le disait Maxime, c'est une question qui est très engageante. Et je pense que s'il n'y a pas de toute façon une décision collégiale et partagée, c'est pas aujourd'hui le temps de poser cette question à la fédération. Il faut qu'elle soit partagée par tout le monde. Ouais, et puis le côté Oui. institution, il est quand même au-dessus du côté. Enfin, voilà. On dit, Maxime faisait la comparaison avec un être humain, mais ça, pour moi, c'est vraiment l'institution qui est en jeu là. Est-ce que le foot à Lille, c'était l'Olympique lillois avant la guerre? Après, on sait que la guerre, ça a été très compliqué, et notamment dans le Nord, hein, beaucoup plus compliqué que dans le Sud. L'Olympique de Marseille, je pense qu'ils ont moins de mal à garder leur licence et à rester l'Olympique de Marseille pendant la guerre que les Lillois qui étaient en zone occupée, il faut pas oublier. Hein. Donc ça, c'est quand même une chose qui a considéré. Et bon, moi, je connais pas le dossier en détail comme vous pouvez le connaître, mais s'il y a le numéro d'affiliation qui a pas changé et on a tous ces symboles de dog lillois et de continuité quand même, il y a quand même une continuité, il y a quand même des symboles de continuité qui peuvent être considérés. Voilà. Et puis moi, j'ai cette image que j'ai reprise dans votre bouquin. On a rappelé tout à l'heure que la notion des dogs a été créée en 1920 et a été transmise finalement par cette filiation. Pourquoi on pourrait transmettre un nom, une marque, pour prendre un terme commercial, et qu'on ne pourrait pas transmettre un palmarès? Moi, je suis pas un spécialiste de droit, hein, je suis un supporter, je lis plus l'équipe que les précis de jurisprudence de droit administratif ou de droit commercial. Mais en tout cas, c'est une question qui interroge et qui interroge beaucoup de supporters. Après, on en fera ce qu'on voudra. Damien, tu veux rajouter quelque chose? Je te vois sourire. Non, mais j'aime bien les comparaisons, mais enfin voilà, nous on apporte des faits et après libre à chacun de s'en emparer. Mais je serais quand même curieux d'avoir une réponse officielle de la fédération en fait, mais qui peut tout aussi bien être une réponse politique qui peut enfin qui peut tout à fait être favorable à la continuité ou à l'inverse défavorable pour des raisons qui sont obscures. Enfin, c'est un peu comme une décision du Conseil constitutionnel. En fait, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. On trouve un petit argument par-ci par-là. Mais nous, on apporte en tout cas des éléments qui rendent la démarche légitime. Après, à chacun de s'en emparer et de se faire son opinion. Voilà, en attendant, et pour clore cette première partie qui était extrêmement longue mais extrêmement intéressante, je vous invite tous à signer cette pétition qui est sur les réseaux sociaux et je ne sais plus qui l'a mis en ligne, mais allez-y, signez, partagez, et on verra. C'est peut-être le début d'une grande aventure, d'une nouvelle étoile sur le maillot du futur LOSC qu'on verra. Mais en tout cas, c'est certainement l'occasion de découvrir ce magnifique livre qu'ont commis Damien et Maxime, et un rendez-vous en tout cas très important. Procurez-vous-le dans toutes les bonnes librairies, et notamment le Furet du Nord à Lens. Hein. Je vous rappelle qu'il y a une place à Lille-Marseille à gagner, n'hésitez pas. Et je vous fais également cette proposition pour tous les internautes, tous les membres du Bistrot d'Alelosque et les Dogs du Net. Si vous souhaitez l'acheter et avoir un exemplaire dédicacé à votre nom, passez-moi un petit message. Je fais un achat groupé, je les récupérerai, je vous les distribuerai pour que vous puissiez bénéficier de ces exemplaires dédicacés. Damien, Maxime, est-ce qu'on était exhaustif? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ou est-ce qu'on peut passer à l'actualité plus récente du club? Non, c'est bon. C'est bon? C'est exhaustif, mais on laisse à la Bon, on remonte dans le temps, on prend la machine à remonter le temps et on revient en 2023, 90 ans après 1933, et on va aborder l'actualité de cette semaine, enfin du week-end dernier. LOSC Ajaccio, les Corses chutent dans le pré. Je ne le dis pas en chantant, c'est une petite allégorie musicale que je vous offre. Je vous rappelle les statistiques avant de faire un petit tour de table sur votre sentiment général sur le match. Et après, on fera les tops et les flops et on s'arrêtera là. On va aller assez vite. Donc, Lille 3, Ajaccio 0, 10 tirs pour Lille, 2 pour Ajaccio, 5 tirs cadrés,
0 pour Ajaccio, 76% de possession. On a frôlé un moment les 90%, hein. On a failli tout exploser en possession. Notre titre de champion de France de la possession sera vraiment mérité cette année. Soit 752 passes contre 243 à Ajaccio, 90% de précision contre 76, 10 fautes contre 13, un carton jaune à 2, 2 hors-jeu contre 4 pour Ajaccio et 9 corners à 0, une domination statistique euh, tout à fait évidente pour le LOSC. Comment avez-vous vécu ce match? Lorenzo, t'as pas encore beaucoup entendu aujourd'hui. Comment tu as vécu ce match Lille-Ajaccio? Bah, en fait, c'est très simple. Si on marque les occasions qu'on se procure, c'est facile de gagner les matchs. Après, c'était un match d'une équipe de Ligue 1 contre une équipe de Ligue 2. J'en veux pas à Ajaccio, mais la différence, elle est là. Mais voilà, on a su vraiment concrétiser ce qu'on a créé. Donc, ça nous amène toujours des regrets par rapport au point qu'on a un peu laissé dans notre parcours. Mais voilà, là, la tête, c'est juste à avoir une qualification pour une place européenne jusqu'à la fin de saison et ça dépend de nous, ça dépend des matchs qu'on va sortir d'ici à la fin de la saison. Donc voilà, il faut juste concrétiser les occasions qu'on a créées parce qu'on en a créé beaucoup cette année. Donc voilà, Ah, c'est simple. c'est l'élément majeur de cet après-match, c'est que aujourd'hui, à l'instant T, si on gagne tous nos matchs, on sera effectivement quatrième. C'est mathématique. Julien, tu étais présent au stade. Comment tu as vécu ce match? Sympa, écoute, un petit soleil. Il y avait de la bière avec alcool au stade, donc non, que j'ai pas goûté. J'ai pas bu de Bud. Alors c'est bien la bière avec alcool, mais je pense qu'on a assez de brasseurs dans la région pour pas boire de la Bud. Mais bon, ça c'est un autre sujet. C'était un match agréable, tout s'est joué en un quart d'heure, donc c'est vrai que on est monté très vite. On est monté parce que le premier but d'André Gomes, il est juste incroyable, que le deuxième, il est presque tout aussi beau et que le troisième, il est franchement pas dégueulasse. Et là, on est à la 37e, il s'est passé un quart d'heure, on mène 3-0, c'est Ajaccio. Comme l'a dit Lorenzo, il n'y a rien en face. On l'avait dit la semaine dernière, hein, vous vous rappelez, je vous avais dit que l'entraîneur ajaccien avait déjà annoncé 15 jours avant qu'ils étaient en Ligue 2, que c'était terminé et qu'ils étaient en train de préparer la saison prochaine. Bah, on l'a vu. On a vu une équipe, en effet, qui n'a plus aucune ambition en Ligue 1, qui joue la Ligue 2. Ce que je peux regretter un peu, c'est que clairement, on fait une très bonne opération au goal average avec ce +3, mais je pense qu'en continuant à mettre de l'intensité, on aurait pu faire +6. C'est mon seul regret. Vraiment, on a senti un train de sénateur en deuxième mi-temps qui fait que, ouais, on aurait pu en mettre d'autres. Puis à un moment, si tu peux en mettre 5 ou 6, je ne vois pas pourquoi tu t'en priverais. D'autant que on sent quand même bien que pour cette quatrième place, même si on bat Monaco, ça risque d'être tendu jusqu'au bout. Donc peut-être que ce goal average aura de l'importance. Voilà, c'est juste le petit bémol que j'y mettrais, mais Lorenzo l'a très bien dit. Quand tes occasions, tu les mets au fond, bah, tu ne deviens plus le champion de France des expected goals et de la possession, mais tu gagnes aussi des matchs, quoi. Alors, Christophe, ce match, c'est le match des occasions mises au fond ou c'est plus généralement un match abouti du LOSC en cette période de championnat? Voilà, moi, je dis c'est la mi-temps aboutie du LOSC, hein, parce que la deuxième mi-temps, elle est quand même pas très belle. On a réussi à se faire peur en deuxième mi-temps. Moi, je trouve ça magnifique. Parce que tu dis qu'il y a 0 tir cadré, mais il y a quand même une frappe sur la barre, quoi. Alors, même si c'est C'est pas pas cadré, cadré, c'est pas cadré. ça fait un peu peur quand même. Donc, alors qu'Ajaccio n'a rien montré, on a réussi à se faire un creux de 10 minutes où ils ont deux, trois grosses occasions. Bon, une hors-jeu, une autre sur la barre, et puis une autre, je sais plus comment ça se finit, mais franchement, c'est ça qui est dommage parce que, comme on l'a dit là, si on joue la première et la deuxième avec la même intensité, déjà il n'y a pas ces occasions-là, et puis on en aurait marqué en plus, et puis voilà. Puis au moins, enfin moi j'étais pas au stade, hein, j'avoue, mais ceux qui étaient au stade, ils se seraient pas endormis pendant la deuxième mi-temps parce que si tu as un peu le soleil dans les yeux et que tu vois une deuxième mi-temps pareil, tu peux t'endormir, hein. Donc ça, c'est Ouais, un peu le on était bien. Moi, j'étais soleil dans les yeux et franchement, ça avait une petite tronche de sieste de fin de journée qui n'était pas dégueulasse. c'est ça. Alors qu'il y a une première mi-temps formidable et tu te retrouves une deuxième mi-temps bof. C'est ça qui est dommage parce que on a un match tous les semaines et ils peuvent jouer 90 minutes, quoi. C'est... Alors,
Maxime, je t'ai vu faire une petite moue à un moment. Comment tu l'as vécu, toi, ce match? J'imagine que tu assistes au match à Pierre-Mauroy. Bah ouais, je travaillais sur le match. Non mais bah, je suis d'accord avec toutes les analyses, hein. De toute façon, il fallait gagner, il fallait gagner ce match. Il fallait le gagner. On n'avait pas concrétisé contre Angers. Fallait arrêter de perdre des points. Parce que là, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, beaucoup de gros matchs vont arriver. C'est difficile de gagner à Reims, on le sait. Ces dernières années, on a toujours eu du mal à gagner à Reims. Monaco arrive ensuite. Il y a Marseille. Donc des points, on peut être amené à en perdre. Donc il fallait pas en perdre cette fois-ci. Donc c'est ce qu'on a fait. On n'a pas perdu et tant mieux. Maintenant, on a un petit matelas d'avance sur Rennes. Le but, ça sera de le conserver déjà. Voilà, Bon, moi, avant d'aller voir Monaco, j'aimerais déjà qu'on soit sûr de garder cette cinquième place parce que la sixième place, c'est vraiment ça qu'il faut éviter en fait, hein. Voilà, malgré ce qu'on a pu dire sur Toulouse Pour Toulouse. et Ouais. Milan qui sont détenus par le Pour même l'instant, on ne sait pas propriétaire, ça, hein. voilà, je Ouais, crois pour l'instant, qu'il il n'y a rien d'avéré, quoi. voilà, C'est juste il faut pas trop se prendre de bourrichon avec ça. Il faut viser la cinquième place au minimum et voilà. oublier cette sixième, effectivement. Damien, je crois savoir que, outre le fait que tu apprécies énormément la chanson Ajaccio de Tino Rossi, tu étais présent au match. Comment tu l'as vécu? Ouais, j'étais bien entouré entre mon frère et toi. Non, bah, je trouve qu'on a assisté à un scénario auquel on aurait dû assister de plein de fois cette saison, c'est-à-dire qu'enfin on a concrétisé nos occasions en première mi-temps et ça nous a permis d'avoir une deuxième mi-temps, donc certes un peu ennuyeuse, mais moi franchement ça me va. J'étais très content de savoir que le score était assuré. Enfin, j'ai vraiment pas tremblé en deuxième mi-temps, contrairement à ce qu'a l'air de dire Christophe. Alors oui, il y a eu quelques petites situations, mais bon. Non, non, je suis content d'enfin avoir eu un match où on n'a pas eu notre petit frisson habituel où il faut courir après le score. Donc ça me va très bien. Alors, J'ai pas dit que j'allais trembler, hein. C'est juste qu'on se met en danger contre Ajaccio, quoi. C'est quand même dommage. il est 21h57. On va tout de suite passer à vos tops et vos flops. Alors, Lorenzo, est-ce que tu peux nous faire tes tops et flops sur ce match et puis éventuellement Ajaccio, est-ce qu'il y a un joueur que tu as remarqué? alors moi, top, je mets juste un joueur, mais je mets André Gomes. Bon, facile, mais je dis un truc, franchement, il a 29 ans. C'est la première saison où il joue titulaire. Après, je ne sais pas, 2 ou 3 ans, je voyais là maintenant, je regardais les statistiques. Il fait 17 matchs titulaires. Il en joue 24. C'est beaucoup plus de ce qu'il a joué, je pense, dans les dernières années et demie, dernières 2 saisons, je pense. Je sais que c'est un prêt, je sais que c'est difficile, je ne sais pas, mais il aime la ville, il est bien. Imaginez s'il s'entraîne cet été et il fait une préparation sans blessure. J'espère qu'ils vont trouver le moyen, s'il y a l'Europe, bien sûr, de le garder. L'argent n'est pas tout, André, tu peux rester vivre à Lille, c'est bien. Pense-le bien, parce que franchement, un joueur comme ça, c'est vrai, ce qu'il n'a pas eu cette année, c'est ça, ça se voyait que physiquement, dès qu'il enchaînait 2 matchs, surtout chaque 2, 3 jours, il était plus là ou il était fatigué, par exemple en Coupe de France, tout ça. Donc franchement, je ne sais pas, mais qu'il trouve le moyen pour qu'il reste parce que c'est une autre vision du football. Au milieu, c'est autre chose. Après, il y a beaucoup de talent. Devant, on a Sead Zegova que maintenant il est bien, tout ça, mais lui, c'est vraiment le cerveau au milieu, c'est autre chose. Donc voilà, je mets lui. Et et après, flop, franchement, dans un match comme ça, il y a pas de flop. Moi, j'étais un peu étonné de cette défense, mais après, je ne savais pas que Fonté, il était légèrement blessé. Donc, à un moment donné, quand j'ai vu Yoro, Alexandro, ça me semblait un peu, un peu bizarre. Mais même le Brésilien, même Alexandro, franchement, la deuxième et dernière partie de saison, rien à dire parce que même lui, si on va réussir dans cette qualification européenne, il a contribué à ça. Donc, franchement, voilà. Alors, il n'y a pas eu de confirmation sur la gêne ressentie par Fonte, mais par contre, il y a une confirmation comme quoi Fonseca lui aurait épargné le match, parce que s'il prenait un carton jaune, il aurait été suspendu contre Monaco. Monaco. Et Ouais. donc, l'idée, c'était Parce qu'il en avait 4. Il en avait déjà 4, 3, non. Ah, je n'ai pas la comptabilité exacte de ces Il cartons doit en jaunes, avoir mais deux apparemment, en s'il en 19 prenait matchs. un ce jour-là, il était suspendu pas au match d'après, mais au match donc, de Monaco, qui est le deuxième match suivant celui d'Ajaccio. Julien, est-ce que tu peux nous faire part de tes tops et tes flops? Est-ce qu'ils ressemblent à ceux de Lorenzo?
Ouais, juste un tout petit truc, parce que j'ai vu une stat passer cet après-midi hyper intéressante sur les 12 derniers matchs, le LOSC est premier. Voilà, Ouais, contrairement à tout ce qu'on super. racontait. Donc ça prouve qu'il y a un ralentissement global de tous les clubs de haut de tableau. Et on est premier. Alors, à égalité avec le PSG, je crois avec Marseille aussi. Lens est derrière, l'OL est derrière, enfin, les autres sont derrière. Avec une des Mais meilleures différences de but marquées. On aura de différence de but entre marqué. ouais, ouais. Donc, je pense qu'on a été dur aussi parce que Angers, t'imagines pas ne pas aller gagner à Angers. Et Auxerre, il y avait 20 fois la place pour gagner. Mais sur les 12 derniers matchs, on est premier. Donc voilà, c'est juste l'anecdote par rapport aux dernières éditions du Bistrot où on a été assez dur avec eux parce qu'on était très déçus d'avoir perdu des matchs qui nous semblaient largement à leur portée. Les chiffres ne le disent pas forcément. Et je pense que c'est pour ça qu'on est toujours en route pour peut-être gagner cette 4e place. En tout cas, moi, Maxime, je l'espère, parce que la Ah, j'espère Conference aussi. League, ça me fait beaucoup plus rêver. Je l'espère aussi, mais je me dis que je préfère d'abord sécuriser, Ouais, sécuriser ce qu'on a plutôt de risquer de tout perdre, quoi. Parce que ouais, ça bien revient. sûr, bien sûr. Mais ouais, franchement, en Conférence League, je suis même pas sûr de faire un déplacement, alors que si on fait l'Europa League, je sais que je vais bouger. Donc voilà pourquoi c'est l'Europa League que je regarde avec des Ça grands yeux. va, Julien, Tu, déplacement en tu- Moldavie, vous venez ici à Voilà, c'est Slovaquie. ça. Ouais, Ouais. Tu dis ça, tu mais qui verras sera quand on a fait dans des un bleds avion à pour 15 aller 000 habitants, tu à verras, il y Minsk aura Non, tout. en Après, Moldavie. après, moi, je dis toujours la même chose sur la Conference League. C'est que moi, je pense à la Fiorentina, par exemple, en Serie A cette année, une équipe qui ne peut pas arriver dans les classes européennes de Europa League ou de Champions League en Serie A, mais tu es là, tu joues la demi-finale de Conference League, tu peux essayer de la gagner. C'est quand même un trophée que si tu es dedans, c'est le LOSC. Il y a 2 ans, tu jouais la Ligue des Champions, tu peux quand même essayer de penser on va arriver dans un quart de finale ou demi-finale. Par contre, la Ligue Europa, on est tombé sur Ajax, c'était il y a 2 ans, 3 ans. Ah, ça dépend, c'est difficile. Bayer Leverkusen, la Roma, tout ça. Donc, voilà, la Conference League, c'est vraiment pouvoir penser de regagner un trophée européen. Allez, pour la gagner alors. Un trophée européen et des points UEFA, parce que les points d'une victoire en Europa League, sauf si vous me contredisez, valent autant que les points gagnés en Champions League. Donc, c'est un enjeu pour le football français aussi. Et en tout cas, ce sera, à mon sens, également une compétition qui sera très intéressante à participer. Regardez Nice qui a échoué c'est quart de finale ils En ont été quart, en quart, ouais. en quart En de quart, finale de la en quart. Conference League. C'est fort dommage, hein, parce que moi j'écoutais les commentaires d'avant-match du match Nice-Bâle et ils étaient très normalement motivés pour remporter ce match et se qualifier pour la demi-finale puis la finale, parce que le finaliste, enfin le vainqueur de la Conference League gagne une place pour l'Europa League l'année suivante. Donc c'est pas anodin. Ouais, ils se sont bien Carrément, loupés. Ils se sont carrément. bien loupés. J'ai eu Donc la top et flemme de flop, voir tu ça. as Allez, mes top, André Gomez, bien sûr, Rémi Cabella, évidemment. Et puis je vais mettre en 3 Angel Gomez, parce que j'étais un peu dur avec lui la semaine dernière pour ses 2 grosses occasions envoyées dans les étoiles. Et je trouve qu'il a fait un match très complet cette fois-ci. Et il n'a pas forcément vendangé autant que le coup d'avant. Donc je le mets en 3. En flop, j'ai du mal à mettre un flop, même si je trouve que David, toujours un peu en dedans, toujours pas aussi incisif que le grand David qu'on a connu. Donc je pense vraiment que là, cette saison maintenant, c'est sûr, il y a un état de fatigue, la Coupe du Monde, les allers-retours au Canada qui font que c'est dur, c'est vraiment dur là. Et pourtant, il court toujours autant, hein. Quelle abnégation. Je peux pas ne pas aimer ce mec-là tellement il donne, quoi, hein. C'est incroyable. Mais en termes d'efficacité, les moins là. Alors pour Fabien sur les réseaux sociaux, le top Zegrova, André Cabella. On a ensuite flop la deuxième mi-temps ennuyeuse du LOSC. Match très plaisant à regarder pour Trifred. Trifred qui dit j'ai détesté toujours les 30 dernières minutes où on a géré et pas cherché à tuer plus le match. Georges qui pose une question. La difficulté d'avoir du mal à garder une vraie constance tout le temps du match n'était pas due au fait d'avoir investi sur des joueurs talentueux mais physiquement à problème. Mention spéciale pour Trifred à Fonseca qui a fait des changements avant la 80e minute. C'est un sujet qu'on aime bien au bistrot d'Alelosque. Et il les a tous fait, je crois, non? Je dis une bêtise si je dis qu'il a fait rentrer tout le monde? J'ai pas recompté, mais il y a eu 5 cinq changements, changements. ouais. Cinq changements, Ouais, oui, ouais, ouais. c'est vrai. Ouais, André, Bayo, Baleba, Ounas. 5. Ouais. Alors, Georges qui nous dit Ajaccio, le joueur le plus visible reste Belaïli.
Belaï, qui, je rappelle, était sur le point d'être exclu du club ajaxien. Donc, Il est en Algérie pendant le et c'est match. vrai que pour l'instant, personne n'a cité de joueur d'Ajaccio. Top André Gomez, Cabella, car il joue pour l'équipe et ça se voit pour Trifred. Fabien qui nous dit qu'Everton va descendre en D2 anglaise, c'est pour les souhaits de Lorenzo concernant André Gomez. Georges, Georges, top Cabella, aspiré comme jamais, etc. Il a peut-être donc voilà, André Gomez. Top le joli soleil d'Alessandro. C'est une image qui a beaucoup tourné sur les réseaux Il sociaux. aurait pu tellement se faire mal, mais Tout à fait. il est tellement haut. les Koso, Il est haut, il est haut, il est haut. Alors, on est sûr, car cette année, on a l'équipe pour jouer l'Europa League. Nice face à Bâle était au fond du trou pour Georges. Je n'ai pas voulu le faire, mais je lui laisse bien volontiers. C'est cadeau, Georges, je te le donne. Voilà, 5 changements et pas de temps additionnel. Il faut le rappeler pour Trifred. Christophe, est-ce que tu peux nous faire part de tes top et flop? Bah, top, GMM, enfin à peu près. Hein, c'est vrai que Gomez, Cabella, c'était très fort. Et j'ai bien aimé aussi Gudmundsson. Gudmundsson, je trouve qu'il fait un bon match à gauche et c'était son anniversaire, je crois, en plus. Donc, ouais, non, mais il fait un bon match. Il fait vraiment un bon match et il monte en puissance et ça, c'est plutôt rassurant. Et puis flop, je mettrais quand même Bamba parce que Bamba, il est quand même perdu. Bon, il a fait une passe de but. Alors, ok, bravo. Mais le reste, il a aucune inspiration. Ça fait quelques matchs que c'est comme ça. Enfin, je sais pas si on a déjà vu dribbler depuis 6-7 matchs. Enfin, on voit plus dribbler. Il est pas trop inspiré devant. Bon, il fait quelques efforts défensifs, encore heureusement. Et je me dis pourquoi on n'essaye pas quelqu'un d'autre que Bamba, quelqu'un comme Wea d'entrée ou quelqu'un comme Gudmundsson plus haut avec Ismaili arrière gauche. Enfin, je sais pas, mais pourquoi on continue de jouer avec lui alors que ça fait quelques matchs qui est quand même bien en dessous. Enfin, je sais pas. Donc, je veux bien croire que les entraînements, tout ce qu'on veut, mais quand on le voit en match, c'est brouillon, c'est pas terrible, c'est pas inspiré, et ça pue le punch comme avant. Enfin, voilà. Bon, toujours pas d'Ajaxien. Il y a le petit jeune devant là qui nous a tiré sur la barre et qui a été hors jeu 2-3 fois, mais qui a été bien incisif. Je sais pas du tout son nom. Le reste. Soumano, non. Spadobano. Soumano, tu dis ça? Spadobano, c'est pas ça? Moussa Soumano, c'est en 2003 en plus, il est jeune. Ouais. Damien, est-ce que toi, tu as des flops et des tops à nous faire part pour ce match? Est-ce que tu as des joueurs que tu voudrais souligner l'impact sur ce match Lille-Ajaccio? Ouais, enfin moi, mention spéciale pour Zegrova, c'est lui que j'ai trouvé le plus percutant. Je voudrais quand même souligner la performance de Lucas Chevalier parce que en fait, l'air de rien, il fait un arrêt à 0-0. Alors, il y a une faute qui avait été sifflée sur Euro, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y avait faute et je suis pas sûr que si le ballon était entré, on serait pas revenu l'arbitre serait pas revenu sur sa décision, il aurait accordé un but. Alors, ça aurait peut-être pas changé la physionomie du match, mais en tout cas, il a un arrêt à faire. Il l'a fait et encore une fois, bah, bravo à lui. C'est vraiment un très bon gardien. Et puis le troisième top, c'est le fait que les joueuses de l'équipe féminine ont été mises à l'honneur avant le match. Donc ça, j'étais très content de les voir et je répète mon grand bonheur de voir l'équipe de Rachel monter en D1. Voilà, on y reviendra dans un numéro spécial de fin de saison avec des invités surprises qu'on vous dévoilera au dernier moment. Maxime, comment tu as trouvé ce match, tes collègues de travail finalement? Est-ce que tu as des tops et flops à nous faire part pour ce match contre Ajaccio? Non, mais en fait, tout a été dit. Hein, les tops, bon, bah, de toute façon, c'est pas difficile de sortir André Gomez, Cabella, mais moi, comme Damien, j'aurais sorti Elon Zegrova parce que, en fait, il est impliqué sur les 3 buts, je dirais même les 4 buts, parce qu'on a marqué un but refusé par Cabella, et c'est lui aussi qui est à l'origine de l'action. Alors, il met pas de but, il marque pas de passe décisive non plus, et pourtant, il est impliqué sur tous les buts, sur toutes les occasions franches, du coup. Et voilà, je voulais juste souligner le fait que voilà, qu'il est de plus en plus important. Il a très longtemps été un peu un impact player, un joueur qui rentre en fin de match, qui fait la différence. Et là, de plus en plus, il arrive à avoir cette régularité sur les matchs où il est titulaire. Donc, c'est bien pour la fin de saison, notamment, d'avoir un joueur comme ça qui casse des lignes, quoi. Voilà. Je pense que c'est son meilleur match comme titulaire. C'est vraiment son match référence comme titulaire, alors que toutes les dernières émissions, on a dit c'est un super sub, c'est un super sub. Quand il est titulaire, il n'est pas aussi incisif. Et là, il faut reconnaître qu'en effet, il a été plutôt constant et dans la qualité de ce qu'il a produit. C'est certainement, enfin, ouais, pour moi, c'est son meilleur match.
C'est une remarque aussi de Fonseca qui doit regarder le bistrot d'ailleurs, ce que j'imagine, hein, qui insistait sur le côté super sub de Zegrova. Zegrova qui, dans une déclaration récemment, disait: je suis pas un super sub, moi je suis à fond tout le temps. Quand je rentre à la 80e minute, je joue à fond. Quand je rentre à la première minute, je joue à fond. Il a presque dit comme certains, mais je ne sais pas s'il faut l'analyser comme une critique directe ou indirecte vis-à-vis de certains de ses partenaires. Et il a Voilà. dit aujourd'hui qu'il jouerait dans un autre club, évidemment, qu'il attendait un club plus gros que celui du LOSC. Donc c'est toujours le bonheur de lire ça de la part des joueurs qui répondent toujours. Alors autant ils font de la langue de bois à plein de moments. Moi j'aimerais bien qu'ils fassent de la langue de bois sur ces questions-là, parce que qu'est-ce que c'est pénible de lire un joueur qui est dans ton effectif alors même si c'est sincère, hein, et de bien t'expliquer qu'en fait le LOSC c'est juste un marchepied, certainement pour aller jouer en première ligue, quoi. Waouh, qu'est-ce que c'est dur à lire. Et c'est une interview d'aujourd'hui, quoi. Compliqué, Alors, compliqué. il y a Georges qui va me permettre de conclure cette partie, qui dit: Christophe qui ne met pas Alexandro en flop, c'est le début d'un coming out. Donc, effectivement, moi, je voudrais souligner finalement Alexandro. Vous savez, j'aime bien moi, Alexandro, hein, et je trouve qu'il c'est pas un grand technicien, on est très loin de Marco Baccia, je pense, hein, mais c'est un joueur qui est un vrai dog, c'est-à-dire qui a une volonté, Ouais. qui a une énergie, qui s'améliore, je trouve, de match en match, hein. Alors certes, de temps en temps, il fait une petite bourde, une faute d'inattention, une erreur technique, mais globalement, il est présent. Encore là, il a sauvé quelques ballons, il a fait le boulot, et depuis plusieurs matchs, il Juste s'implique. bizarre, François, après 10 minutes, il a enlevé le maillot dans les shorts. Je sais pas, il a joué avec le Ah maillot. ouais, c'était dommage. Ouais, je Oui, sais pas pourquoi. À 10 minutes, après, Ouais. c'est sa marque de fabrique. Alors à la télé, justement les commentateurs se moquaient un peu gentiment du maillot Ah dans le bon? short. Oui, mais Oh, il est gentiment, trop hein. beau, il est trop beau. Gentiment. Et puis, Chaussettes basses, maillot dans le short, c'est la classe. alors, tu as une explication, Maxime, pourquoi il met son maillot dans le short? On en parle dans les milieux du LOSC, hein. Non, franchement, je sais pas, mais j'aime bien aussi. Moi, ça me fait penser un peu à Lebo Motiba, qui était un peu comme ça aussi à son Ah époque. ouais, c'est vrai, c'est Il y vrai. a un côté un peu années 80, je sais pas, je trouve ça Ouais. sympa. C'est clair. Hein. Et voilà, en tout cas, moi, c'est un joueur que j'aime bien. J'aime bien souligner son impact de plus en plus important. Je trouve que ça peut devenir un vrai dog parce que c'est un joueur qui peut rester très longtemps et faire carrière à Lille, et qui aura certainement sa place. Il est jeune, je crois qu'il a 22 ans, ou il est jeune, il peut encore, 99, lui. c'est Donc, ça, ouais, il en a 22 ou 23. il peut encore s'améliorer. 24 hors taxe. Et c'est pas forcément le type de joueur qui partira très rapidement dans un grand club. Et donc, ça veut dire qu'il pourrait faire une carrière très importante au LOSC. En tout cas, c'est un vrai dog. Et lui, il est pas né en 1920, Damien et Maxime. Voilà, je vous propose de passer à la dernière partie. Alors, vraiment très rapidement, il est déjà 22h13. On va juste faire le tour du prochain match, la prochaine étape. Donc, déplacement à Reims, un déplacement où il y aura les dogs du net, hein. On vous fera d'ailleurs un débrief du match en direct sur la chaîne YouTube. On essaiera de le faire comme à Nice. Si on se fait virer du stade par les stadiers, Aussi bien qu'à Nice. voilà, on essaiera de faire mieux qu'à Nice, donc en tout cas. Donc un match contre Reims qui a fait un très bon début d'année avec l'arrivée de Steele, le nouvel entraîneur, et qui semble marquer le pas depuis quelques matchs. Donc Reims 11e, 47 points, 12 points de l'Europe et donc du LOSC, 15 points du relégable. Le parfait exemple du ventre mou, 11 victoires, 14 nuls, 8 défaites, plus 40 buts marqués, 35 buts encaissés, un goal average de plus 5. Finalement, sur les 2, 4, 6, 8 derniers matchs, uniquement 2 victoires contre Nantes à l'extérieur et contre Ajaccio à domicile, 1-0. Une équipe qui semble un peu marquer le cas. Est-ce que ce sera un match difficile? Comment vous le voyez, Julien? Bah, écoute, ouais, tu l'as dit, Reims va vraiment moins bien. C'est surprenant parce qu'on les attendait plutôt dans cette spirale ascendante et moi je pensais que ça s'arrêterait jamais tellement ils étaient emmenés par leur coach. Pour autant, je vois pas un match facile parce que je trouve que c'est une équipe qui a du caractère. Je vois une victoire courte face à eux et de toute façon c'est obligatoire. J'ai quand même le sentiment qu'il y a une forte motivation de la part des gars à aller le plus haut possible. C'est ce que je ressens. Donc, j'espère que je commets pas d'erreur et qu'ils vont aller chercher cette petite victoire à l'extérieur qui nous fuit depuis pas mal de temps et qui nous ferait tellement de bien. Alors, Christophe, je crois savoir que tu seras présent à Reims et que tu feras partie du débrief de l'équipe du Bistrot à l'E L O S C. Qu'est-ce que tu attends de ce match?
D'abord, j'attends un beau match parce que j'ai vu jouer Reims, pas entièrement, mais deux, trois fois sur des. Enfin, j'ai vu un match en entier et deux, trois bouts de match. Et je trouve que c'est intéressant. Ils se projettent très, très vite. Alors, ça peut être intéressant pour nous parce que nous, bien que là, contre Ajaccio, un bloc bas, on a réussi à s'en sortir. Donc, peut-être qu'on a trouvé des clés pour les blocs bas, mais ce sera pas un bloc bas, ça va jouer. J'aime beaucoup dans cette équipe. Leur attaquant anglais, là, j'ai oublié le nom. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Balogun, c'est ça Balogun, Balogun. tout à fait. et Balogun et notre Lillois, Alexis Flips, hein, qui fait une superbe saison. Quel Pour moi, joueur. ça prend le nom parce que Christophe, peut-être l'année prochaine, il est à la place de David. Donc, faut Ouais. faut Et le ouais, Balogun, penser. j'avais. Mais moi, j'aimerais bien récupérer Alexis Flips, tu vois, parce que lui, il pourrait être très, très bien. C'est un très, très fort joueur et on l'a laissé partir, bon, comme beaucoup, hein. Mais il fait une belle saison et justement, un des matchs que j'avais vu, il avait été très, très fort. Ça se projette vite, ça joue direct et vraiment, alors, ça peut être très dangereux pour nous parce qu'on n'est pas forcément très rapide derrière. Donc, et eux, ils sont assez rapides. Donc ça, il faut faire gaffe. Mais le jeu du milieu, on peut le prendre. Et si on prend le milieu, ben, ça sera plus simple. Mais non, je m'attends vraiment à un beau match. Je m'attends à un beau match et engagé et avec beaucoup d'action de chaque côté. Lorenzo, tu le vois comment ce match contre Reims? Bah, on est impliqué, on est dans un match où en fait ça va jouer au foot. Donc on n'a pas eu entre guillemets, des gros problèmes dans des matchs comme ça, contre Rennes, contre Monaco par exemple. Donc euh, Reims, mentalement, je pense que ils ont un peu, voilà, ils ne sont pas au top parce qu'ils n'ont plus rien à jouer. Donc on peut le gagner. Et François, bon, moi j'aurais bien aimé venir en déplacement. J'étais là-bas à Nice, on a perdu. Donc là, si le LOSC perd même contre Reims, c'est pas ma faute, hein, parce qu'à Nice, là, Voilà. Tu, tu, c'était un peu moi, mais là, ce ne sera pas ma faute, hein. Alors, le seul avantage d'une défaite à Reims, c'est qu'on pourrait effectivement vérifier que tu n'es pas le gâteau négro. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est ça. Maxime, comment tu vois ce match contre un Reims qu'on annonçait il y a quelques semaines comme un prétendant à l'Europe, finalement un concurrent du LOSC qui semble marquer le pas depuis plusieurs semaines? Ouais, bah alors moi je sais que Reims, c'est une équipe chez qui on a toujours du mal en fait, hein. Ces dernières années, à part là, l'année du titre, il me semble qu'on gagne 1-0 là-bas, mais de Bamba, il me semble. Mais moi, j'ai pas souvenir qu'on ait gagné à Reims avant ça. Enfin, ouais, Tchic. depuis que Reims est remonté, on a toujours eu du mal contre Reims là-bas. Donc bon, ça n'a rien à voir. Chaque saison est différente, mais en tout cas, voilà, c'est pour dire que c'est difficile là-bas. Ouais. Après, faut savoir qu'on aura un parquage qui sera certainement plein, comme on l'a eu à Auxerre, comme on l'a eu à Angers. Donc d'ailleurs, ça, faut noter ça, parce que c'est vrai que ça fait quelques matchs là que nos supporters sont très présents, bon, à domicile, ça on le savait, mais aussi à l'extérieur. Et bon, pour l'instant, ils n'ont pas forcément été gâtés, puisqu'on n'a pas été bon, enfin, en tout cas, on n'a pas gagné à Auxerre ni à Angers. J'espère que cette fois-ci ce sera le cas, mais en tout cas, voilà, si ça peut aider nos joueurs c'est un déplacement qui est assez court pour le supporter, donc voilà, il faut aussi être enthousiaste par rapport à ça, je pense. Tu peux rajouter le Parc des Princes, hein, où C'est on vrai. avait rempli le parcage et où on nous avait beaucoup entendu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que non, mais cette saison, je sens qu'il y a quand même un tournant par rapport à ça. On a des parkages qui sont assez présents à l'extérieur, donc tant mieux. Il y a une vraie mobilisation des supporters lillois sur ces déplacements, et notamment sur les déplacements à portée de main, pas très éloignés. Les parcages sont souvent pleins et réservés très en amont par les sections de supporters. Alors, pour finir ce tour de table, Damien, tu vois comment ce match? Est-ce que l'effet style qui a dopé les résultats rémois est en train de s'estomper? Bah, oui, manifestement, c'est ce qui se passe. Il vaut mieux les jouer ce week-end qu'il y a 6 semaines où ils étaient en pleine bourre. Donc, j'espère miser sur ça. Après, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Enfin, Lorenzo disait à juste titre que voilà, Reims n'a plus rien à gagner, à espérer ou à craindre. Donc, peut-être que c'est le genre d'équipe qui finit en roue libre. Mais voilà, en même temps, c'est réversible. C'est aussi parfois des équipes qui finissent en roue libre, qui jouent complètement libérées. Donc, il y a tellement de paramètres. Voilà, vous avez présenté tous les éléments de contexte, donc je ne vais pas en rajouter. Je suis d'accord. Voilà, et puis on dit souvent depuis le début de cette saison que le principal adversaire du LOSC, c'est pas forcément l'adversaire, c'est le LOSC et sa réussite. Donc on verra si cette semaine ça va se concrétiser ou si la réussite qu'on a constatée au match d'Ajaccio va continuer à accompagner nos dogs. Alors je vous propose de terminer l'émission avec vos pronostics très rapidement.
Vous connaissez la règle, hein, le score et le nom de buteur lillois. Julien, on commence par toi. Ouais, je suis sur une série de 2 sur 2 quand même, hein. J'avais Auxerre et j'avais Ajaccio, hein. C'est vrai, c'est vrai. Hein. Et Donc je vous ça marche annonce, bien. notez bien, notez bien. Est-ce que je vais faire un 3 sur 3? Moi, j'annonce un 2-1, enfin 1-2. But d'Alexis Flips parce que c'est rigolo. Et Ok. but de David et Dounas Je voulais dire la même en chose, mais deuxième. c'est Balogun qui va marquer. Moi aussi, je dis qu'on gagne 2-1, mais peut-être que Balogun va le mettre en but. Voilà. Ouais, et à Lille, les mêmes buteurs? En but, Benjamin André, j'espère qu'il va jouer. Je ne sais pas pourquoi, je le dis comme ça. Je le dis à chaque fois, il y aura un jour où Benjamin Un jour, il marquera. Et pourquoi pas Alexandro sur le corner pour la joie de Christophe, pas avec la tête, comme d'hab. Tu sais, Alors, c'est le mec qui disait ça aussi avec Mavouba ou Balmontier. Un jour, ils marqueront. Ah oui. Et c'est arrivé. Hein. C'est arrivé, c'est arrivé. Un jour, ça arrive. Christophe, jour. est-ce que tu le vois, ce but d'Alexandro? Quel est ton pronostic? Non, moi, ouais, bon, je suis foireux au pronostic, hein, mais je vais dire 3-1, comme ça on aura des buts. 3-1 pour nous. Moi, je vois bien un but d'Angel, parce qu'à force, il va finir par marquer. David, et puis et Zegrova qui mériterait de marquer maintenant. Maxime et Damien, ça va être à votre tour. Quels sont vos pronostics pour ce match, Maxime? Bon, moi, je vois bien 0-1, but de David, parce que je pense qu'il a aussi à cœur de marquer la saison et l'histoire avec des stats, et je pense que là, il va marquer sur une passe de Rémi Gabella, qui est très bon en ce moment, qui fait beaucoup de passes et qui est en feu. Donc, voilà, je vois bien, on va les éclater 1-0. Les fameuses passes à l'aveugle dont raffole Christophe. Christophe, il a deux rêves au LOSC, c'est les passes à l'aveugle de Cabella et les interventions défensives d'Alessandro. Il en rêve la nuit. De Cabella et Dounas, quand ils sont à deux et qu'ils les font tous les deux. Alors là, Ouais, c'est cagole. C'est FC l'extase. cagole. C'est l'extase. Ouais, Damien, je m'en vais du stade. Damien, ton pronostic pour ce match? Ouais, je pense que Reims, c'est le lieu idéal pour le foot champagne de Fonseca. Donc 0-2, Zegrova et Ismaili. Bon, beaucoup d'avis partagés sur les réseaux sociaux. Trifred 0-2, ce serait pas mal. Georges, ne pas se rater à Reims, ça nous garantit de mettre une très grosse pression à Monaco pour notre venue à Louis II. Je rappelle que le LOSC se déplace 2 fois de suite, hein, Reims et Monaco. Fabien, Reims 0, LOSC 1 but d'Alessandro, dédicace à Christophe. Corner, bam. Je n'entends pas mieux. Je- Georges, une petite blague tout à fait personnelle. Donc, prono à Reims, je ne conduis pas, donc 15 foufounes. C'est une blague du bistrot d'Alelos, car les foufounes sont une bière, des bières rouges, c'est le surnom des bières rouges. Sinon, sur le terrain, 1-3, David, Benjamin, André et Bayo. 0-2, David Bamba. Euh, voilà, donc les pronostics, j'allais dire des résultats, des pronostics en tout cas, qui sont extrêmement optimistes et qui augurent finalement, on espère, tous d'un excellent résultat ce week-end. Voyez le temps, il est 22h25, on était très bavard, mais on le sentait. Julien? François, ouais, juste une toute petite chose, un petit clin d'œil à Jean Butez, parce que c'est un pur produit de la formation lilloise et qui vient de gagner la Coupe de Belgique et qui, je pense, hein, si je dis pas de bêtises, est noté comme le meilleur gardien du championnat belge actuellement. Donc c'est une fierté, comme on a parlé d'Alexis Flips tout à l'heure, qui réussit très bien, hein, comme parfois on parle avant sa blessure de Martin Terrier. Bah, Jean Butez, c'est top qu'il ait pu gagner la Coupe de Belgique. Moi, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Damien? Tu veux nous faire battre le record de durée du bistrot d'ailleurs? Est-ce que c'est ça? Ouais. Non, je lui passerai ton bonjour demain, puisque Jean Butet vient demain affronter l'Union Saint-Gilloise avec l'Antwerp. C'est les playoffs en Belgique. Donc moi, je me suis abonné pour les playoffs à l'Union Saint-Gilloise. Premier match demain. Donc je verrai Jean Butet et j'espère qu'il fera pas une très grosse performance. C'est dit, le cœur a parlé. Mais effectivement, il fallait souligner cette excellente carrière de Jean Butez en Belgique. Maxime, il le connaît peut-être bien, non? Il y a Ouais, peut-être je le un connais truc à bien. rajouter. Ouais, je l'ai bien connu. Et bon, il était très jeune à l'époque, hein, mais c'était vraiment plus quelqu'un de très sympa, avec qui j'ai souvent discuté. Et je suis vraiment très content de le voir là où il est. Et je l'ai félicité récemment aussi. Et bon, j'espère même un jour le revoir en Ligue 1, parce que c'est typiquement le genre de profil qui pourrait revenir en Ligue 1 par la grande porte. J'ai vu qu'on l'a même, enfin, les journalistes l'ont cité dans l'équipe parmi les potentiels futurs gardiens de l'équipe de France. Alors, on en est encore loin, mais ils aiment bien voilà, annoncer certains joueurs comme ça. Mais en tout cas, c'est un gardien qui compte et qui est parti se faire un nom à l'étranger, à défaut de pouvoir se le faire en France. Et j'espère le revoir un jour, parce que c'est vraiment quelqu'un de. C'est un bon gardien et en plus quelqu'un de très bien. On dit Butet ou Butez? Moi, je dis Butez, mais bon.
On ne sait pas. Les journalistes belges disbutaient. Ouais. Est-ce qu'on Alors, fait confiance au journaliste belge ou à Maxime? Pour l'instant, Moi, j'ai toujours dit Butez, mais après, je ne l'ai jamais demandé, effectivement. pour l'instant, Il a pas joué. pour l'instant, on va prendre la version des journalistes belges parce qu'il est en Belgique et quand il reviendra en France, Maxime pourra reprendre le lead sur le sujet. Il y a pas de souci. Voilà, il est 22h25. On a, je crois, explosé le record de durée du bistrot des LOSC, mais c'était un bistrot des LOSC très particulier et très intéressant. Je voulais remercier bien évidemment Damien et Maxime. Merci à vous deux. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Très bien, c'est sympa. Bah ouais, merci pour le temps que vous nous avez donné. Voilà, en tout cas, je le répète, hein, vous avez lu les commentaires, il y a extrêmement beaucoup d'intérêt sur votre livre et je le répète, hein, si vous voulez une version dédicacée, vous contactez le bistrot d'Aeolosc et on essaiera de faire un achat groupé pour que vous puissiez avoir un exemplaire dédicacé à votre prénom et pouvoir le garder de façon précautionneuse dans votre bibliothèque, après bien sûr l'avoir lu, parcouru, relu et complètement digéré. Je vous rappelle le jeu, hein, n'oubliez pas, il y a des exemplaires au Furet du Nord à Lens. Le premier qui va chercher son exemplaire au Furet du Nord à Lens avec photo à l'appui et ticket de caisse, il gagne une place pour l'île Marseille. C'est mon engagement du soir, c'est votre engagement de la semaine. Soyez forts et allez-y. Donc, je sais qu'il y a déjà des candidats sur les réseaux sociaux, donc on vous croit sur parole. Merci aux piliers de bistrot présents ce soir. Merci Julien. Merci à vous. C'était super intéressant. On a appris plein de choses. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Et merci à Lorenzo qui a certainement découvert cette histoire du LOSC qu'il ne soupçonnait pas. Voilà, c'est ça. En fait, un plaisir comme d'habitude et différent des autres fois. Ça m'a permis de connaître quelque chose en plus de ce magnifique club. Donc, merci. Voilà, merci à tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous regardent régulièrement au Bistrot des LOSC et qui participent régulièrement par vos commentaires à notre émission. N'oubliez pas d'aller signer la pétition si vous voulez rajouter une étoile sur le maillot du LOSC, hein, n'hésitez pas. Déjà que on a appris qu'à Lille, avec le premier titre, on était à jamais les premiers. On peut revendiquer ce titre que nous ont volé les Marseillais. Voilà, si on pouvait réunir ces titres, ce serait parfait. Donc signez la pétition et surtout partagez-la, partagez également nos contenus, notre direct sur Facebook, le replay qui sera disponible à partir de demain sur notre chaîne YouTube et rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission un peu plus classique mais qui reprendra l'actualité sportive à court terme, dirons-nous. Avant de vous quitter, bien sûr, il faut pousser notre cri de guerre. Je vous propose de le pousser à 3. 1, 2, 3. Allez le LOSC! Voilà, ciao, bonsoir. Salut, merci à tous. Salut à tous. Allez. Salut.